Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi... On sait déjà qu'Adrien est là. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel, j'allais dire hebdomadaire, quasi mensuel de la cellule aujourd'hui avec Adrien Cahuzac. Bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Natacha Forel. Dans la mousse, c'est ça? Oui, dans la mousse, s'il te plaît. Nous sommes avec Céline. Salut. Nous sommes avec Maxime. Oui, je parle dans la mousse. Et il y a un public lointain. Luca, tu veux venir avec nous? Tu connais Gloomhaven, toi? Non, pas du tout, je suis là Eh parce que je suis bah, curieux. assieds-toi à côté d'Adrien. Toi. Alors, le principe, c'est comme chez les Shadok, hein, moins on y connaît et plus on pompe, et voilà, c'est très bien. Ah, moi je suis là pour ça. Oh, le cochon. Alors, Gloomhaven, pourquoi tu veux parler de ce jeu à la cellule, Adrien? Qu'est-ce qui se passe avec Gloomhaven? Parce qu'il est bien. Un podcast Gloomhaven. Parce qu'il est bien, j'ai envie de dire d'abord. Ça, c'est le premier argument tout con. Parce que je pense que c'est un jeu qui fait date dans le jeu de société. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus dur à dire aujourd'hui. Parce qu'il y a une sortie, un rythme de sortie de jeu de plateau qui est quand même assez effréné. Oui. Et que des jeux qui arrivent à vraiment se démarquer par une originalité, par une richesse, par quelque chose de vraiment nouveau, c'est pas si commun que ça. Et parce que c'est un jeu qui a aussi, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue design, plein de points intéressants à discuter, je pense. Très bien. Alors, première chose qu'on peut dire, c'est que Gloomhaven est un jeu de plateau. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu jeu de plateau. Coopératif, qui est sorti, je ne sais même plus quand. D'accord. Avec du fluff quand même, il y a une histoire. Oui, il y a avec énormément de fluff. N'hésite pas à... Bah, oui, il y en a beaucoup. Voilà. En fait, c'est un jeu qui est sorti... On discutera de son utilité en temps voulu. Parce que c'est un jeu qui est sorti dans la lignée des Pandémie Legacy, c'est-à-dire un jeu qui se joue en campagne avant tout. Et donc c'est un jeu dans lequel l'univers est très important parce que c'est un élément qui doit retenir les joueurs sur la durée. Ouais. Un élément aussi qu'il faut dire, c'est que cette saison, on a fait un podcast sur le fluff, la couleur esthétique et la... Comment on avait appelé ce podcast déjà? La couche esthétique des jeux de plateau. Esthétique. Voilà. Et que en fait, Gloomhaven entre totalement dans cette thématique aussi. Bien sûr. Et on pourra aborder parlé... plein de points là-dessus, justement, sur le jeu, qui font partie des critiques, justement, du jeu qui peuvent être entendues. Formulées, ouais. Ok. Et donc voilà, donc on s'inscrit aussi avec ce podcast dans la continuité avec cet autre podcast où on avait cité Gloomhaven en exemple des jeux de plateau dans lesquels il y a un fluff qui le fait ressembler à des parties de jeux de rôle à l'ancienne, au sens de les premières parties de donjons, les premières parties de l'œil noir. Et il peut y avoir un peu de ça. Je pense, justement, ça c'est des éléments sur lesquels on reviendra plus en détail, mais on peut l'amorcer un peu maintenant. Une des plus grosses critiques faites à Gloomhaven, c'est justement les gens qui le prennent comme tu viens de le décrire, comme un premier donjon, un premier dungeon crawler, un hero quest. Et ça y ressemble. Ça y ressemble par plein d'aspects, mais le jeu hérite beaucoup d'autres éléments de gameplay qui font qu'en fait, si on l'aborde comme ça, on se ferme en fait à la vraie proposition du jeu. Très bien. Il emprunte déjà au jeu de rôle un truc, c'est qu'il y a des tartines de règles à lire et que de toute façon, tu n'arriveras pas à les retenir toutes. Et tu vas faire de la merde. C'est vrai qu'il y a un peu de ça dans le sens où effectivement, le fait qu'il soit un jeu campagne gomme le fait que les règles soient complexes et que ça te laisse plusieurs parties pour les intégrer et que c'est pas très grave si tu as triché ou pété le jeu les 2-3 premiers scénarios parce que de toute façon tu vas jouer une trentaine, quarantaine, cinquantaine, centaine de parties. Alors j'ai envie de donner la parole un petit peu à Céline et à Natacha parce que j'imagine que vous deux vous n'avez pas lu les règles du jeu. Vous avez lu les règles du jeu, Natacha? Je les ai parcourues quand on a besoin d'un point, à vérifier un point. Voilà. Mais c'est Adrien qui vous a appris à jouer? En fait, je l'ai découvert en même temps qu'Adrien, donc du coup... Ah d'accord, ok, très bien. Pourquoi je voudrais vous entendre, c'est parce que comment vous décririez Gloomhaven? Avant même de donner la parole à Adrien, qui a acheté le jeu, qui semble plus expert, je ne sais pas si je me trompe, ça se trouve vous êtes... Mais je voulais avoir votre point de vue de joueuse qui n'a pas lu les règles. Alors, je sais pas si alors c'est ton cas, Céline. Moi, c'est le cas, oui. Ouais. Je suis arrivée plus tardivement. Je joue avec Natacha et Adrien. Donc,
je viens jouer chez eux et clairement, du coup, c'est eux qui m'ont introduit au jeu. Ouais. Et j'ai jamais lu le livre de règles, donc je sais jouer dans une partie standard, mais dès qu'il y a des règles spéciales, je sais pas, il faut qu'on m'explique ce qui se passe. Quoi. Si tu devais expliquer à un collègue, c'est quoi Gloomhaven ? Comment tu décrirais ça ? Je cherche la définition du jeu la plus simple parce que Adrien il va nous dire c'est comme tel jeu, c'est comme tel truc, Oui, mais moi ça. je connais rien en jeu de plateau. Ça a été décrit en sens où c'est un jeu de plateau avec des cartes, mais c'est pas du deck building au sens où pas exact. Tu déplaces des personnages sur des cases hexagonales. Voilà. Et ensuite, tu joues avec des cartes qui te permettent de faire des déplacements ou des attaques, soit à portée, soit au contact. Et tu as des objectifs, soit de tuer tous les ennemis, soit d'aller chercher des coffres, soit d'aller ouvrir des portes, soit des choses comme ça. Donc tu explores des pièces remplies de monstres avec un aventurier qui se déplace sur des hexagones. Et que tu fais progresser de scénario en scénario, de plateau chacun en plateau. D'entre nous a un personnage qu'on garde au fur et à mesure des scénarios et qui a une évolution. Tu peux le faire partir à la retraite quand tu as accompli un objectif. Voilà, et enfin... Déjà, Lucas Mais j'ai juste une question. Du coup, on est d'accord que le fluff s'arrête quand même aux portes du donjon à explorer. Il n'y a rien qui... Si, parce que t'as des... en fait, on te dit pourquoi t'es là. Okay. Et généralement, il y a... pas dans tous, mais généralement, tu as plusieurs tuiles de plateau, donc qui correspondent à plusieurs salles, et voir des objets de scénarios précis, des hôtels, je sais pas, des cercles de cultistes, des choses comme ça. Et on te dit, si quand tu ouvres cette porte-là, il se passe ça, quand tu pousses tel truc, il se passe ça, et ça rentre, ça va avec l'histoire l'histoire du fleuve autour, quoi. Mais c'est pas... Tu joues pas. Qu'est-ce qui fait rire? Alors, ce qui m'amuse, c'est que ce jeu il est tellement complexe qu'en fonction de la personne qui va en parler, la définition qu'il en aura sera différente. Et c'est ça que je voulais montrer aux auditeurs dès le début de ce podcast. Ça reste un jeu de plateau, en fait. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux... non, mais t'as des jeux de plateau, c'est unidirectionnel. Voilà. Tout le monde a le même point de vue sur ce qu'est ce jeu de plateau-là. Alors, du coup, ça répond à ta question de pourquoi ce jeu-là. Oui, ce jeu-là en particulier, parce qu'on savait que ça serait intéressant d'en parler pendant une heure. Voilà. C'est ce que je voulais que les auditeurs se rendent compte qu'en fonction de la personne à qui tu passes le micro, la vision du jeu est radicalement différente. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le définir effectivement comme un dungeon crawler, d'autres qui vont dire c'est un puzzle game, d'autres qui vont insister sur l'aspect coop. Alors j'ai envie de dire, ça dépend aussi de certains... Parce qu'il y a des scénarios solo adaptés... Ça m'amuse. Non mais c'est ça, la richesse de Gloomhaven, elle est là. Il y a des scénarios solo adaptés aux personnages que tu joues, aux classes de personnages que tu joues. Et ces scénarios solo sont un peu construits comme des puzzle games dans le sens où ça exploite les faiblesses et les forces du personnage en particulier. Et donc, du coup, tu as une espèce d'énigme à résoudre pour comprendre comment résoudre le scénar, quoi. Alors, parce que... On peut dire par contre que, moi je peux dire, c'est pas un jeu. On peut dire, quand on a du mal à définir ce que c'est un truc, on peut aussi définir ce que ce n'est pas. Ah, pas bête. Et c'est ce qu'on fait en GN souvent. Dans une note d'intention, on dit ce jeu n'est pas ceci, cela, pour que les gens qui viennent chercher ça ne viennent pas. D'accord. Et on peut dire ce jeu n'est pas un jeu de rôle. Dans le sens où Gloomhaven ne te récompensera à aucun moment et ne t'encouragera à aucun moment à roleplayer ton personnage. Alors, c'est pas vrai. Alors, c'est pas si vrai que ça. Alors, je suis d'accord que de façon prédominante, c'est pas le cas. Tu auras une récompense autour de la table de la part des humains autour de la table. Tu ne plaides pas pour ton personnage, en fait. Tu ne joues pas et tu ne parles pas comme lui, tu vois. Si. Alors, en fait, il y a un point précis de règle, un élément de gameplay précis, mais Romaric, je crois pas que tu l'aies vu, en fait. C'est l'objectif. Non. Non, parce que ça, c'est aléatoire. Ça, c'est autre chose. C'est pas lié à ton personnage, c'est lié à l'objectif. Donc, c'est en fait la réputation c'est quand tu donc le jeu a plusieurs couches de jeu. C'est-à-dire qu'on va fondamentalement, je pense qu'il faut préciser quelques éléments pour qu'on commence à se situer un peu. On joue un groupe d'aventuriers, mais on ne joue pas chacun un personnage fixe, dans le sens où notre personnage, on va le jouer pendant 5, 6, 10 scénarios, et au bout d'un moment, il aura atteint ses objectifs dans la vie, ce personnage-là, et il se retire de sa vie d'aventurier, et on joue un nouveau perso. Donc on va jouer ce groupe d'aventuriers dont les membres vont tourner au fur et à mesure qu'ils atteignent leurs objectifs dans la vie. Tout ce concept de retraite. De retraite, effectivement.
ces personnages, ils vont donc aller faire des missions pour une trame de fond qu'on pourra détailler un petit peu après. Il y a une sorte d'histoire fantasy un peu lambda où on va sauver le monde. Il n'y a pas une richesse extraordinaire, mais bon, il y a quand même un univers, des éléments. Oui, on est littéralement dans vous êtes un groupe d'aventuriers qui se retrouve à une taverne qui est la même à chaque fois, et il y a des gens qui viennent et qui vous donnent des missions. Il n'y a pas de secret dans l'univers de Gloomhaven. Oui et non, oui, on y reviendra aussi. Mais bon, tout ça pour dire donc ce groupe d'aventuriers va aller de mission en mission, et les missions sont des lieux sur une carte. Oui. Et donc, quand on va à une mission, il y a 2 étapes qu'on en fait. D'abord, c'est on est en ville, si on a fait des courses, si on a recruté quelqu'un, si on a gagné un niveau, si machin. Et donc, on va tirer une carte rencontre en ville. C'est des cartes où il y a des choix à faire et qui vont être du genre, vous arrivez sur le marché et là, il y a un vendeur un peu bizarre qui propose des potions, une rose, une bleue, il vous dit c'est 10 pièces d'or pour les 2 potions. Et là, tu as le choix, soit option A, tu achètes les potions, soit option B, tu ne les achètes pas. Et puis, au dos, tu vas regarder, A, il se passe ça, B, il se passe ça. Et c'est des cartes où, en fait, tu n'as pas d'autres éléments que fictifs pour essayer de deviner ce qui va se passer. Tu as ça en ville, et puis tu as ça ensuite quand tu pars sur ta mission, tu vas avoir une rencontre en campagne. Donc tu as une part d'interprétation de la fiction. Exemple, vous vous promenez et vous voyez dans le ciel des oiseaux rouges hauts dans le ciel. Que faites-vous ? Option A, vous prenez votre arc et vous essayez d'abattre les oiseaux, ça vous fera une nourriture bien méritée. Option B, vous passez votre chemin et vous vous abritez derrière les arbres. Ouais. Bon, ben là, tu sais pas trop, quoi. C'est un peu du livre dont vous êtes le héros. Un petit peu. Et il y a quelques fois où et donc là, typiquement sur cette carte avec les oiseaux rouges, si tu leur tires dessus, tu retournes la carte et marqué ce que vous aviez pris pour des oiseaux était en fait des dragons. Divulgation. Mais on s'en fout. La carte, je vais l'avoir 40. Il y a une carte. Attends, c'est 1 sur 100 cartes. C'est bon, quoi. Et c'est des dragons, ils vous crament la gueule, vous perdez tant de points de vie, donc tu commences le scénario avec des points de vie en moins. Il y a d'autres cartes qui sont dépendantes de quels persos sont présents dans le groupe. Par exemple, je sais pas, un ours vous attaque. Est-ce que vous essayez de le calmer ou est-ce que vous essayez de vous enfuir ? Ben, il y a des persos, c'est logique qu'ils puissent le calmer. C'est cohérent avec le type du perso, l'archétype, avec le BG, etc. Et si ce perso est dans le groupe, il y a un petit icône qui va vous dire s'il est dans le groupe, alors. Et donc, en gros, ça invite les joueurs à réfléchir à qu'est-ce qui est cohérent pour leur personnage comme choix. Donc, il y a une petite part en ce point-là de jeu. Mais c'est très léger. C'est la seule dose d'interprétation qui est présente, on va dire. Très très bien. Lucas. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment moyen d'anticiper les résultats de ces événements en s'appuyant sur la fiction ou pas ? Parce que là, tu vois, dans ton exemple, je me dis, si jamais j'étais tombé sur cette carte, finalement, l'histoire des oiseaux rouges racontée sur la carte m'aurait donné aucun élément en faveur de il faut les tuer et se prendre de la viande ou il faut se cacher. Et le côté coup de théâtre, en fait, c'était des dragons, ça aurait pu être la même chose que c'était des oies rouges. En fait, il existe une deuxième carte où les oiseaux sont blancs. Okay. Et là, tu as le droit de les flinguer et effectivement, c'est bénéfique. Okay. Et donc, le jeu peut être extrêmement frustrant au début. Moi, je me souviens de nos premières parties où clairement, on était là, mais c'est de l'aléatoire complet. Et en fait, on faisait random, limite, on lançait le dé parce qu'on en avait marre du jeu qui nous donnait l'impression que potentiellement, on peut s'en sortir. Je veux dire, on a une brute avec nous, on a ça, ça a l'air logique qu'on va s'en sortir. Et en fait, le jeu dit non, niquez-vous, c'était des vipères, vous commencez à empoisonner. Ou alors vous avez cherché à fuir un ébouli ? Non, vous vous êtes fait quand même bien défoncer la gueule, vous commencez. Par contre, si vous aviez pas fui l'éboulis, vu que vous aviez un mage, vous auriez découvert un scénario secret. Ouais. Et t'es là genre, mais c'est méga frustrant. Alors, comment j'aurais pu deviner un truc pareil ? Il y avait aucun élément. Et du coup, au bout d'un moment, maintenant que le jeu est bien avancé, au bout d'une quarantaine de scénarios, on commence à se dire, ok, maintenant, on a la logique. Mais au début, on cache pas que moi, dans mon équipe, on n'en pouvait plus. Hein. On évitait les rencontres et on les résolvait en mode, on veut qu'il nous arrive rien parce que ça nous frustre, parce que le début de jeu était dur. Natacha. Oui, c'est ça. Alors, tu faisais de reprochement tout à l'heure avec le livre dont vous êtes le héros. Moi, il y a un côté, tu gardes marque la page du paragraphe précédent de si ça nous fait passer à côté du nez un scénario secret, sachant que on en reparlera plus tard. C'est à mon avis le cœur de l'intérêt de Gloomhaven. Tu te dis on prend les dégâts pour ce scénario-là, mais on fera quand même le scénario secret plus tard. Ouais, voilà. Après, les cartes reviennent. Hein. C'est-à-dire que les cartes de rencontre, la plupart reviennent. Lucas. Mais du coup, est-ce que c'est un apprentissage des cartes ou est-ce que c'est un apprentissage de la logique ? Je veux dire, est-ce que, un peu des deux. Une fois que tu as vu les oiseaux rouges une fois, tu peux se dire, c'est bon, je les connais. C'est un peu des deux, avec effectivement, comme le dit Maxime, un aspect, oui, c'est un peu aléatoire dans le sens,
tu fais un jugement, une décision avec un nombre d'éléments très limité, sans trop savoir qu'est-ce qui peut se passer derrière. C'est... En fait, à un moment, la compagnie, au début, t'en chies, au bout d'un moment, on se positionne, moi j'ai trouvé quand même. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, ta compagnie décide de se positionner en disant est-ce qu'on est les good guys, est-ce qu'on est les bad guys, on est des good guys, est-ce qu'on est les arrivistes, maintenant on va tout le temps choisir ça, ou la logique vis-à-vis de notre truc. Et ça, c'est pas du jeu de rôle, ça. Et on va se dire, on est les good guys, on est les bad guys. Non, alors il y a c'est du positionnement. Bien sûr, mais c'est très léger, mais bien sûr. Est-ce qu'on dit qu'il y a un gros défaut du jeu ou pas vis-à-vis de ça? Ah. Oui, on peut en parler. Il y a un gros défaut qui est que tu ne peux mathématiquement pas être un bad guy en fait. Alors, il n'y a pas assez de cartes. Mais c'est extrêmement compliqué. En fait, c'est pas le problème des cartes. C'est qu'en gros, donc, dans le jeu, il y a une des ressources du groupe qui s'appelle la réputation. D'accord. Et tu gagnes de la réputation dans certaines rencontres. Quand tu résous certains scénarios, tu peux en perdre. Tu as des ristournes sur les prix des objets quand tu as beaucoup de réputation. Ça te coûte plus cher quand tu as une mauvaise réputation. Mais théoriquement des bonus que tu t'as débloques. des seuils, genre si t'arrives à plus de 10 de réputation, tu débloques un perso. Si t'as moins de 10 de réputation, tu débloques un autre perso. Et donc le jeu semble t'inviter à jouer méchant ou gentil, etc. Mais en pratique, le fait que les scénars donnent des récompenses de réputation, mais jamais des points négatifs de réputation quasiment, fait qu'il y a des commentaires sur des forums qui disent nous on a essayé de jouer bad guys, on n'a jamais réussi à descendre en dessous de -5 parce que le jeu passe son temps à nous donner des points de réputation parce qu'on sauve le monde en fait. Donc oui, il y a cet aspect là qui est... Okay. Voilà. Et c'est vrai que nous au bout d'un moment on a résolu le problème à force de se prendre la tête en règle numéro 1, est-ce que la carte donne l'impression qu'il y a une classe parmi nous qui peut sauver la situation? Si oui, on joue à la logique vis-à-vis de ça. Règle numéro 2, on est des good guys et des bourrins. Voilà, et nous on a décidé ça, et ça résout beaucoup d'emmerdes. On s'implique et on pète des bouches, et tant pis. Voilà, et en général, jusqu'ici ça nous a plutôt réussi, parce que même si on commençait. Après, nous, on en parlera peut-être en fonction du nombre de joueurs, ce que ça change. Mais nous, à 4, c'est Fabien qui fait du zen. Nom de Dieu. Voilà. Et nous qui jouons à 4 sur ma campagne, c'est vrai qu'on roule pas mal sur les scénarios, on augmente la difficulté régulièrement parce que... Et du coup, maintenant, on est arrivé à un stade, pas au début du jeu. Au début du jeu, on galérait. Et maintenant, on est à un stade où clairement, on se dit, au pire, on aura des malus en début de scénar, c'est pas un drame, ça va pas nous tuer. Alors, donne mon sentiment, puis je vous inviterai à rebondir. Moi, quand je vois le jeu la première fois, donc c'est Adrien qui me le présente, je regarde le truc, tout de suite, je me mets dans l'idée, ok, c'est un œil noir amélioré, exactement la caricature que tu décrivais tout à l'heure. Je me dis, ok, c'est du dungeon crawler, on va rejouer à Space Crusade, mais avec des scaven et des trucs comme ça. Et assez rapidement, je me rends compte que les mécaniques sont très différentes parce que le nombre de cartes et donc d'actions, c'est Céline tout à l'heure qui décrivait les actions sous la forme des cartes. Ce qu'il faut ajouter, c'est que ces cartes sont limitées. C'est-à-dire que pour un même plateau, vous allez avoir, parce que vous allez cramer des actions et des cartes, vous allez avoir un nombre d'actions, de cartes limitées. Donc ça veut dire que vous devez résoudre le donjon en un nombre de coups limité. Et une fois qu'on a dit ça, le jeu d'un coup apparaît totalement différemment. À partir du moment où le nombre de coups est limité, on comprend qu'il va falloir finir le donjon, mais en un nombre de coups particulier. Et donc du coup, on s'inscrit dans un type de jeu totalement différent, où on n'est plus dans le respect de la fiction, évidemment. Un barbare qui arrive avec son épée, quand il arrive dans un donjon, il n'a pas un nombre de coups d'épée limité. Il peut donner un nombre de coups d'épée illimité. Il n'y a pas un moment donné où il se fait « c'est bon, je m'endors là maintenant, revenez me chercher demain ». On n'est pas dans une simulation. On est dans un puzzle game, au sens où là, on dit au barbare, dans cette partie, tu vas pouvoir donner 10 coups d'épée, te déplacer de 100 cases, etc. Tu as toutes les données qui te sont... C'est pas ça dans Gloomhaven, mais je vois l'idée. L'idée étant que tu pourras pas tout faire, quoi. Voilà. Et donc, du coup, l'optimisation que tu dois faire, c'est comment optimiser mes cartes pour finir le donjon déjà avant que mon nombre d'actions soit... Avant de ne plus avoir de cartes et donc de perdre. Sans mourir et ne plus avoir point de vie. Sans mourir et ne plus avoir point de vie, c'est ça. T'as toutes les dimensions. Et en sachant que chaque personnage, chaque classe d'aventurier n'a pas le même nombre de cartes, donc n'a pas le même nombre de coups possibles sur la partie. Alors voilà, on n'a pas précisé ça, mais évidemment, quand on parle des personnages, il y a des classes de personnages. Et puis il y a des classes de personnages auxquelles on peut avoir accès au début du jeu. Puis il y a des classes de personnages
où il faut avoir mis à la retraite un certain nombre d'autres classes pour y avoir accès. Donc en plus, il y a des secrets dans les classes de personnages accessibles. Parce qu'en plus, tout ça, il faut se dire que les cartes sont cachées, elles sont dans des petites boîtes. Il y a beaucoup de contenu en fait. C'est un jeu où on va beaucoup modifier le contenu du jeu. On va coller des étiquettes sur la carte pour les nouveaux scénars. On va coller des étiquettes sur le plateau pour montrer certains achievements du genre on a libéré la ville de telle influence ou alors on a trouvé une sagesse ancienne ou des choses comme ça. Donc le jeu n'est jouable qu'une seule fois en théorie. En Même vrai, le déjà jeu est limité. Non mais voilà, mais ta compagnie peut refaire les scénarios et de deux, je veux dire, j'ai rarement vu un jeu théoriquement limité auquel tu joues autant. Je veux dire, j'ai des jeux de plateau qui sont illimités. J'ai pas joué autant que Gloomhaven. Voilà. Donc à partir de là, tu te dis, ça va quoi, c'est très 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 acceptable. Mais alors, il faut dire que les joueurs progressent parce qu'au fur et à mesure, ils commencent à appréhender les logiques, les mécaniques, etc. Mais le plateau, les cartes, le jeu lui-même, le jeu physique progresse aussi. C'est ça, il évolue aussi avec justement des autocollants qui sont collés sur le plateau. Les autocollants, des nouvelles cartes qu'on rajoute dans nos decks, les objets qu'on peut acheter au marché pour équiper nos personnages. Il y a de plus en plus de matériel qui est disponible au fur et à mesure qu'on augmente la prospérité de Gloomhaven, etc., etc. Donc il y a plein d'éléments qui viennent enrichir le jeu au fur et à mesure, qui va aussi dans le sens tutoriel, dans le sens où les premières parties que l'on a, on a un accès limité en nombre d'éléments en combinatoire possible. Et au fur et à mesure qu'on est familiarisé avec cela, on a des nouvelles opportunités qui arrivent, des nouvelles cartes, mais on a le temps de les intégrer parce qu'on est déjà familier avec la base. C'est hallucinant. Dans ce contexte-là, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de jouer un personnage ? Tu reviens avec la comparaison avec le jeu de rôle ? Exactement. Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. C'est intéressant en termes de game design parce que à Gloomhaven. C'est intéressant en termes de game design parce que tu joues avec des mécanismes différents selon le personnage la classe de personnage que tu prends. Donc toujours avec cette idée de t'as pas forcément le même nombre de cartes dans ton jeu, mais du coup si t'as moins de cartes, généralement tes coups ils sont plus impressionnants parce que du coup ça va être plus marquant. Donc ils vont plus loin, ils font plus de dégâts, ils sont sur plus de personnages, etc. Ou alors tu vas jouer sur plus longtemps, mais du coup tu vas être plus fragile. Mais c'est pas à aucun moment j'ai parlé en jeu comme. Céline, tu voulais ? Ouais, juste chaque personnage a ses dynamiques qui lui sont propres, quoi, oui. et du coup une façon de jouer qui est différente. Il faut essayer de les combiner pour que ça marche plutôt bien. Enfin, par exemple, moi j'ai un personnage qui a tendance à s'infliger des dégâts pour renforcer sa puissance. Génial. Donc là, il y a un petit peu une forme de... Et il a beaucoup de points de vie, donc il a aussi tendance à être devant et à prendre les coups. Donc il y a une forme de tension où, ok, mais il faut pas aller trop loin parce que sinon le personnage tombe épuisé, il est plus jouable. Les personnages qui font des très gros coups mais qui sont vraiment très faibles, donc il vaut mieux pas qu'ils soient devant et qu'ils se prennent les coups. Donc il y a toutes tes combinaisons en plus à prendre en compte dans le jeu. Et une variété incroyable. Ouais. Moi, pour revenir sur ce que tu disais, Romaric, sur l'aspect rôle, c'est que certes, on est peu invité effectivement à faire du jeu de rôle de personnage, mais l'esthétique des personnages, leur présentation et le fait que les classes soient très marquées sur leur type de carte, c'est pas un jeu où les personnages sont comparables en disant il n'y a pas beaucoup de cartes qui reviennent entre différents personnages. Les personnages ont vraiment des identités très très fortes, très marquées. Et en fait, comprendre l'identité d'un personnage, se familiariser avec l'identité, c'est comprendre quelles sont ses forces, ses faiblesses. Il y a une forme de cohérence aussi avec l'univers, avec les archétypes de race, entre guillemets, dans l'univers. Ce jeu est raciste. Non, est-ce qu'ils appellent ça des races aussi dans Gloomhaven ? Ouais. Oui, mais le jeu est en anglais. Enfin, mon jeu est en anglais. Je sais pas comment chaque personnage a une classe, une race. D'accord. La race n'a aucune importance, mais à part esthétique dans l'univers. À part esthétique, et ça peut être important. Alors juste pour revenir après sur le jeu de rôle aussi, j'aurais un truc à dire. C'est que moi, au début, pour mon premier perso, mes premiers scénarios, je faisais du jeu de rôle avec. C'est-à-dire qu'avec mes gamins, j'étais là, non, moi je suis un rat et je fais de la magie. Moi, je serais tenté de le faire aussi. Et là, j'approche je fais déplacement 5, et là, vous me voyez qui marche sur les murs, et j'arrive avec mon couteau et je le plante. Et en fait, Antoine l'a fait aussi ça avec son petit rat. Comme quoi le Perce-Esprit l'encourage à ça, il donne envie, genre je fais de la magie, je contrôle les rats, ça donne trop envie d'imaginer ce qui se passe.
Et en fait, le truc, c'est que clairement, au bout de 2 scénars, surtout quand j'étais le seul à le faire autour de la table, sauf un pote qui faisait le bandit, qui faisait ouais, moi je lance des couteaux et tout. Et alors, c'est rigolo, mais en fait, le truc, c'est que, comme je disais au début, le jeu ne t'offrant absolument aucune récompense pour ça. Alors, et les scénarios sont déjà longs, sans rajouter tout si ça en plus. En il y a un relou autour de la table qui s'amuse comme ça. Alors, c'est vite. Et pareil, il y a le côté ramasser les thunes. Il y a du positionnement ludique, genre est-ce que je vais ramasser les thunes, est-ce que pas. Qu'est-ce que c'est qu'une récompense? Je pense que justement, ce que dit Romaric, c'est que la récompense de faire un roleplay, un minimum de personnages, il y a 2 récompenses. Il y a la récompense de ça fait rire autour de la table, ça crée de l'ambiance, donc ça c'en est une simple. Et après, il y a un autre aspect, c'est que c'est un jeu qui encourage par plusieurs mécanismes le fait de ne pas forcément jouer optimum pour la résolution du scénario. Et le comportement roleplay peut permettre de justifier le fait de ne pas achever le monstre pour aller chercher le trésor au loin, non mais moi je vais faire une sieste, continuez sans moi parce que vous avez l'objectif de ne faire que des repos longs. Il y a un truc qui désamorce ça par contre, qui est le jeu en équipe. On est une équipe et on va scoltiner la même équipe jusqu'au bout. Et donc moi je l'ai bien vu dans certains scénars où ça a limite créé de la baston hors jeu sur qui va récolter les thunes. À très haut niveau. Non, justement parce qu'au début, la moindre ressource de thunes et le moindre trésor que tu récupères est vraiment très important. Et ça peut vraiment déséquilibrer la compagnie avec un personnage qui est vraiment plus puissant que les autres. Et bah, je peux te dire que dès le début, si tu fais moi je suis un rat et je suis rapide et du coup je vais récupérer les thunes, les autres, quand les joueurs autour de la table t'en veulent, et bah ça va quand c'est en mode ah bah de toute façon personne serait allé les récupérer ces pièces, vas-y fais-toi plaisir. Quand il y a de la compète, oui. On l'a vu même la dernière fois, alors c'est pas au bruit entre potes, mais on a vu que ça a pu rajouter 20 minutes de scénario alors qu'on avait gagné l'enjeu de qui va récupérer ces pièces-là. Alors il y a du positionnement de jeu de rôle, mais c'est pas hyper agréable quand même. Il y a des moments. Mais le jeu de rôle, c'est pas toujours agréable, ce positionnement dans le jeu. Moi, il y a eu un moment, j'ai joué un perso que je spoilerai pas, mais qui passe sa vie à être invisible. Et du coup, les joueurs, grosso modo, autrement, ils disent ah non, mais nous, on était 3 à un moment pendant la compagnie, il n'y avait jamais eu personne. Et en termes de jeu de rôle, pour eux, il n'y a jamais eu ce 4e personnage. C'est juste un coup de vent qui donne un coup de main de temps en temps. Imaginaire. Voilà. Moi, à ce stade, j'ai 2 remarques. La première, c'est qu'on voit tout de suite que Gloomhaven, c'est pas un jeu de plateau ordinaire, au sens où il casse les codes et les limites des genres. C'est-à-dire, on voit bien qu'il est entre le jeu de rôle, entre le plateau, entre le puzzle game. Parfois même, je l'ai trouvé proche du jeu vidéo. Dans les mécaniques et les structures du puzzle game, j'ai vu plein de jeux vidéo comme ça, genre Gauntlet, où tu peux poser des pierres pour empêcher les autres. Il y a un côté Bomberman aussi où tu peux mettre des objets, des pièges pour piéger des ennemis. Enfin, j'ai retrouvé plein de mécaniques du jeu vidéo. À partir du moment où tu as suffisamment compris l'IA, tu peux essayer. Il y a une IA. C'est jeu vidéo, ça. Si tu optimises suffisamment, tu peux te retrouver en effet. Alors l'IA, faut expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle l'IA ? En fait, dans Gloomhaven, parce qu'on n'a pas encore parlé du cœur du jeu. C'est vraiment le cœur du jeu, c'est quoi ? C'est vous arrivez, donc on a dit, il y a la ville, votre compagnie d'aventuriers, vous avez des rencontres, vous arrivez sur des missions, et là, c'est un donjon, ce qui ressemble à un donjon. On va explorer des pièces, il y a des monstres, mais personne ne joue les monstres. Les monstres sont joués tout seuls. Les règles du jeu dictent comment ils sont joués. C'est-à-dire que les joueurs jouent chacun un personnage, il n'y a pas de maître du donjon, il n'y a pas de maître de jeu, il n'y a pas de joueur qui joue l'adversité. L'adversité se joue toute seule. Et c'est en cela que ça se rapproche aussi d'un puzzle game, dans le sens où on ne joue pas contre un joueur, on joue contre un mécanisme, contre une horlogerie qui va tourner toute seule, et il faut comprendre sa logique, ses points forts, ses points faibles. Et ses bugs. Et c'est des moments où l'horloge se grippe. Parce que c'est ça qui est fort. Non, moi j'appelle pas ça. Alors, les bugs, c'est vraiment la marche. C'est d'abord, les monstres ont leur comportement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles strictes qui sont. Explorer les patterns, exploiter les patterns. Exploiter les patterns et les règles au sens strict. Typiquement, à chaque tour, les joueurs choisissent 2 cartes de leur main. Ils vont déterminer une qui donne leur initiative, donc à quel moment ils vont jouer. Puis, une fois que tous les joueurs ont choisi, on révèle les cartes des monstres qui vont dire à quelles initiatives ils jouent. Et les cartes des monstres vont dicter ce que les monstres vont faire ce tour-ci. Et les monstres peuvent faire des choses comme se déplacer, soigner, attaquer, etc., etc. Mais ils ne font que ce qui est écrit sur la carte. Même si ça semble logique qu'un bandit attaque, si sur la carte il y a marqué qu'il ne fait que se déplacer, le monstre ne fait que se déplacer. Et donc ça, c'est un des éléments qu'il faut apprendre à abuser du jeu. C'est que oui, il y a des tours où les monstres vont attaquer sans se déplacer. Et donc on peut en profiter, on fait un pas en arrière, le monstre n'attaque pas. Des tours, les monstres ne font faire que se déplacer. Et donc
Tu mets un piège et Natacha, on t'entend pas. Ah bon, oui, désolé. Je suis fatiguée. Tu mets un piège et donc il se déplace dans le piège et voilà. Et ça, il y a ce qu'on appelle des tricks. C'est-à-dire des petites astuces, tu deviens invisible sur une porte et du coup tu fais bugger l'IA. Et ça fait pas. Ça permet d'arriver justement à je pense qu'il faut en parler. C'est l'enfer à côté. Un des reproches qui est fait au jeu, c'est les gens qui l'abordent en se disant je vais jouer à un dungeon crawler. Ouais, bien sûr. Et qui, tous les mécanismes justement de règles qui semblent non réalistes vont bloquer. Alors c'est non simulationniste. Non simulationniste. À l'ancien sens terme, du terme. C'est pour ça que quand tu as compris qu'il y a un nombre de mécaniques limité avec ton personnage, tu as compris que tu n'es plus dans une simulation. Tu es vraiment dans un puzzle game mécanique, dans une mécanique, une horloge avec des patterns. Et donc il y a des choses qui logiquement semblent pas cohérentes, mais qui sont les règles au sens strict. Et donc, on faut jouer avec. Donc, le fait que oui, le monstre, ça semble pas logique qu'il t'a en face de lui et il va pas faire un pas pour t'attaquer. Bah non, ce tour-ci, il fait pas un pas pour t'attaquer parce que l'IA dit ce tour-ci, il attaque au corps à corps. L'exemple, le classique, c'est il y a quelqu'un dans l'encadre de la porte qui est invisible. Théoriquement, les ennemis devraient se dire oh bah il y a personne, on avance. Et bah non. Ben non. Parce qu'en fait, quelqu'un invisible dans les jeux bloque les déplacements. Or, si c'est bloqué, alors il n'avance pas. Et du coup, non, ils vont pas s'amasser au niveau de la porte. Et c'est pas, ils peuvent pas passer à travers. Les monstres peuvent se passer à travers les uns les autres. Les aventuriers peuvent se passer à travers les uns les autres. Mais tu peux pas passer à travers la faction adverse. La faction adverse. Et ça marche aussi dans l'autre sens, même si t'es invisible. Ce qui est particulier, quoi. Donc ça c'est typique. L'exemple le plus typique qui est donné, c'est les joueurs qui disent je comprends pas. On vient de tuer le dernier monstre, il y a 40 pièces d'or par terre, mais le scénario est fini et les pièces disparaissent magiquement. Bah oui. Parce qu'en fait, le fait d'aller chercher une pièce d'or, c'est un choix qui est je minimise les dégâts que je fais pour accumuler une ressource pour l'avenir. Donc je privilégie l'avenir en contrepartie de négliger le présent. Voilà. Et le jeu fait. D'où le classique de laisser le dernier ennemi vivant pendant 3 plombes pour récolter l'argent comme avec des ça, c'est très jeu vidéo. Oui. Le nombre de fois dans les jeux vidéo où on fait ça. Ce qui est un peu chiant. Tu nettoies tout le donjon avant de, tout le niveau avant de passer au niveau d'après. Tu laisses un ennemi qui a 1 point de vie en récup. Comme ça, tu fais de la récup parce que tu sais qu'après, c'est en survival, donc tu sais qu'après tu vas devoir affronter un autre boss et machin. C'est des trucs jeux vidéo. Et ce qui est important parce que l'argent dans Gloomhaven, contrairement à beaucoup de jeux, tu ne peux pas te doucher dans l'argent au bout d'un moment, quoi. T'es jamais, même en optimisant comme un fou, t'es jamais riche à millions en disant ah trop bien, j'ai exactement les équipements que je voulais, parce qu'en plus t'as un système d'amélioration de tes cartes pour améliorer tes cartes et la prochaine personne qui récupérera cette classe éventuellement pour plus tard. Donc tu colleras des petites étiquettes +1 sur une attaque qui fera, au lieu de faire une attaque à 3 dégâts, sera une attaque à 4 dégâts. Mais pour tout le temps, la carte sera tout le temps. Voilà, et la personne. Et voilà, et ça coûte une fortune. Donc, contrairement, il n'y a pas ce défaut des jeux vidéo, qui est qu'à partir du moment où tu as compris comment optimiser, c'est bon, c'est terminé, tu as tout gagné, et tu finis avec 28 000 potions dans les poches. Et les persos ont une date de péremption, donc du coup, même si tu l'améliores à fond, au bout d'un moment, tu es obligé de passer au suivant, etc. etc. Alors, j'en viens à mon point. Si tu vois le jeu de rôle comme une simulation réaliste, tu vois, tu peux pas considérer que Gloomhaven est un jeu de rôle, mais si tu commences à te dire qu'un jeu de rôle, c'est l'exploration de, des libertés encadrées par des règles, jeu au sens où Fabien Hidvine le définit souvent comme le jeu d'une pièce mécanique dans un moteur. Par exemple, quand le personnage, les méchants, il n'avance pas alors qu'il a un pas de toi, et ben moi, hier soir, quand vous étiez en train de jouer, j'imaginais ce qui se passait. Le méchant, par exemple, qui a peur et qui du coup n'avance pas ce tour-ci parce qu'il a peur d'Antoine, parce qu'il vient de faire un truc. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, je te le dis, dans ma tête, Adrien, j'ai vécu la partie de Gloomhaven comme une expérience de jeu de rôle, parce que justement, ces contraintes un peu abscons faisaient qu'on n'était pas dans la simulation vraiment au stricto sensu. Et du coup, moi, je m'imaginais la scène. Oui, je sais, mais c'est dans la tête. Pardon, et je me demande si toi tu pouvais pas le faire parce que t'étais. En fait, nous on est tous surchargés par les cartes et par toute la mécanique qu'on doit gérer. Donc on peut pas s'imaginer la fiction en même temps. Moi j'étais à fond. Ouais, puis le classique reproche qu'on pourrait dire, c'est à ce moment-là, est-ce que tu vas pas pouvoir faire du jeu de rôle avec n'importe quel jeu de plateau qui est. Mais ça c'est mon défaut à moi, ça, c'est un vrai défaut. Mais la remarque d'Omaric n'empêche que quelquefois ça arrive en partie des situations un peu absconses où on est dans les limites du vraiment.
les comportements des ennemis sont vraiment bizarres, où il y a des situations vraiment étranges, où des fois, effectivement, on est tenté par les justifications roleplay parce que c'est. Oui, les ennemis, tu commences le scénar, ils sont à l'autre bout de la pièce, ils te regardent et ils font juste attaque. C'est-à-dire qu'en fait, ils bougent pas, ils font genre, ils tapent dans le vide. T'es là, genre. Mec, on est à l'autre bout de la pièce, viens. Ce qui m'a amené à réfléchir comme ça aussi, c'est les objectifs. Tu disais que c'était... Je pense qu'on peut en parler maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est en les gros, objectifs ? Je pense qu'il faut parler des différentes manières de progresser d'un personnage et des différentes échelles que ça implique. Les personnages de Gloomhaven ont, comme ressources de progression, 3 ressources principales. L'or, qu'ils vont pouvoir gagner en ramassant des pièces, en ouvrant quelquefois des coffres, en récompense de certains scénarios. Il faut prendre des actions pour ramasser des pièces. C'est ça. Non, il faut finir son déplacement sur une pièce. Ouais, mais c'est un investissement. C'est un investissement en jeu. C'est-à-dire que des fois, les pièces sont hors du chemin pour aller attaquer un monstre. Il y a des compétences pillage aussi. Il y a des compétences pillage qui te permettent de ramasser plus de pièces, mais du coup, tu n'attaques pas ce tour-là, etc. Donc, les pièces d'or sont une manière de progresser. Premier élément de progression. À court terme, parce que tu peux acheter des objets pour améliorer ton personnage, et à long terme, parce que tu peux améliorer les cartes. Tu as un mécanisme de coche sur ton personnage. T'as une petite fiche de personnage. T'as une petite fiche de perso et t'as des cases à cocher. Et pour cocher ces cases, la principale façon, c'est en début de scénario, tu pioches 2 objectifs de scénario, tu en choisis un face cachée, les autres joueurs ne sont pas au courant, et si tu l'accomplis, tu gagnes 1 ou 2 coches. Et ces objectifs sont des objectifs qui t'obligent, si tu veux les atteindre, à jouer le scénario parfois de façon non optimale, ou alors à prendre des risques, ou à ralentir le groupe. Ou... Genre, ayez le premier sang. Et dans ce cas-là, dès le début, tu vas devoir dire aux autres, s'il vous plaît, ça m'arrangerait que vous butiez pas ce gars-là, quoi. Ouais, ou alors, sans discuter avec les autres joueurs, quand on joue une classe support, on va être invité à jouer très tôt pour faire notre plus grosse attaque dès le tour 1 parce qu'on va être sûr de machin, alors que les joueurs ont peut-être prévu autre chose. Il va y avoir des cartes qui vont dire à la fin il faut que vous ayez 1 point de vie ou moins. Et donc tu vas foncer dans le tas, le jouer tête brûlée, te mettre hors de portée de tes alliés pour pas être soigné, etc. Donc ça encourage du jeu à très court terme pour venir un peu bouleverser ce qui serait peut-être trop facile à optimiser sans ça, avec cette promesse d'une carotte à plus long terme. Et donc ces coches vont permettre ensuite d'améliorer, on va dire, l'équivalent du dé qu'on lance quand on résout les actions. C'est des cartes, mais en gros, ça va venir améliorer notre deck de résolution d'actions. Voilà. Donc l'or, les coches. L'or, les coches. Et la dernière méthode de progression, c'est l'expérience. L'expérience, on en gagne à chaque fin de scénario, on en gagne quand on joue certaines cartes. Ouais. Et ça va nous débloquer des nouvelles cartes d'action pour notre personnage qui vont pouvoir enrichir notre deck, nous augmenter nos points de vie maximum. Et voilà. Et donc, on a ces 3 manières de progresser le personnage qui font que. Et ça, c'est vachement intéressant aussi quand on a la remarque de Maxime sur les joueurs qui sont frustrés sur « Ah, mais toi, t'as ramassé toutes les pièces, j'en ai pas eu. » Et en fait, c'est intéressant, c'est quand on analyse les personnages, on voit que certains gagnent de l'expérience plus facilement que d'autres. Mais ils ont beaucoup plus de mal à ramasser les pièces. Certains ont une souplesse de jeu et tellement de points de vie qu'en fait, il y a des objectifs de coche qui sont faciles à faire, mais du coup, ils ont moins d'XP et moins d'or. Et en fait, on retrouve une sorte d'équilibrage autour du gain de ces ressources qui font que chacun peut trouver son compte d'une façon ou d'une autre. Non, mais je suis assez d'accord, hein. J'ai vu de ton de ma table, il y a un personnage qui a réussi à monter quasiment niveau 9 à une vitesse folle, mais pauvre, et qui est parti à la retraite et qui a repris le même personnage et qui l'a remonté, alors que nous, pendant ce temps-là, on a gagné peut-être 3 ou 4 niveaux, c'était n'importe quoi, mais le personnage gagne pas d'or. Et on est en train de voir à l'inverse. Enfin, c'est l'équilibrage de ce jeu. Moi, quand j'ai vu la complexité du jeu, je me suis dit, putain, les gens qui l'ont fait... Mais ils ont fait des bugs. Oui, certainement. Mais bien sûr, il y a forcément des bugs. Tout n'est pas... Il y a des bugs et il y a un effet rigolo qui est quand il est sorti en français. Il y a eu des modifications. Alors, c'est pas quand il est sorti en français. En fait, il y a eu une nouvelle édition où ils ont corrigé certaines puissances de cartes. Il y avait des potions d'endurance qui donnaient 2 cartes ou 3 cartes pour les avancer. Tu récupérais dans la défausse. Et en fait, elles sont tellement fortes que tous les persos, tu poses ton cerveau et tu l'apprends. Chose comme ça. Il faut le dire, à ce stade, tous les jeux avec des game design aussi complexes, aussi riches, comme Magic... C'est impossible de pas faire d'erreur, quoi. Voilà. Il n'y a guère que les jeux qui se trouvent sur des plateformes vidéoludiques qui, du coup... les auteurs corrigent les bugs en implémentant les règles. Et comme dans Magic, quoi, il peut y avoir des combos infinis, quoi. Voilà, c'est ça. Mais là, il peut y avoir des combos infinis dans Gloomhaven aussi. Mais est-ce que c'est pas le jeu du gadget bien sûr. Sens mais bien sûr. Où tu le décrivais dans la cellule. Il y a un perso, c'est son cœur de gameplay. C'est un perso gadget. Quoi. Il prend tous les items du jeu, il joue autour. Quand tu dis il faut finir à 1 point de vie pour sortir. Il y a un perso, il s'amuse à attends, j'utilise tel item, mais du coup j'utilise tel objet qui rafraîchit tel autre objet, qui me permet d'en rafraîchir 2 autres.
qui me permet en fait d'avoir genre armure infinie ou dégâts infinis. Et c'est bizarre, mais on évite de le faire. Mais c'est très ponctuel. Et en fait, de tous les avis que j'ai pu voir, c'est les joueurs qui arrivent à ça, ils font OK, je l'ai fait une fois, c'était rigolo. Et après, j'en ai plus abusé parce qu'en fait, sinon tu ne joues plus au jeu. Enfin, sinon tu commences, tu dis je pose mon perso, je résous le scénario, j'ai gagné, j'ai pris toutes les pièces d'or. Mais en fait, personne ne joue pour ça. Ouais, bien sûr. On n'a pas parlé des objectifs. On parlait des récompenses pour ça. J'ai des objectifs de retirement, de retraite. Alors ouais, exactement. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Ça c'est rigolo. Ouais. Alors. Donc c'est vrai que c'est effectivement la 4e forme de progression du personnage, c'est à quel moment il disparaît, à quel moment il quitte le jeu. Quand on crée un personnage, on va prendre 2 cartes d'objectifs long terme, qui sont ses objectifs dans la vie de ce personnage-là. C'est qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, ce mec. Ce qui est d'ailleurs mal écrit honnêtement, parce qu'en fait c'est le texte de Fluff est le texte de Fluff du prochain personnage que tu débloqueras, et donc tu peux pas l'intégrer pour ton personnage. Si, en fait, moi je trouve que si justement. Je peux te dire que quand tu joues ça dépend lesquels. Hein. Ouais, parce que moi je jouais un. Alors c'est celui que vous avez pas vu, donc je vais pas vous le spoiler. Je jouais un personnage, on va dire urbain, qui a écrit ta famille est dans la forêt et compagnie, et tu dois sauver ta famille dans la forêt et compagnie. Je suis là. Non. Vu la race que je joue, c'est une race qui n'a pas de famille, donc par définition ça ne marche pas. Ouais. En fait, j'ai quand même l'impression que les cas contraires sont rares. Enfin, que les cas que tu cites sont rares. En fait. Quand je me le suis pris dans la gueule, ça m'a bien En fait, il y a beaucoup de trucs qui sont bizarres, mais qui créent, qui ont une justification de fiction, tu vois. Le paladin qui veut se venger, je trouve ça vachement rigolo, en fait. T'en as retenu une sur toutes, et je rejoins Maxime, je suis désolée, toutes ne se justifient pas avec ton personnage. Il y a un texte d'ambiance qui introduit la future classe que tu débloqueras. Faut dire, c'est honnête. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est une... Moi, ça me choque pas parce que, en gros, qu'est-ce que c'est ces cartes-là? Ça va être un petit texte du genre, par exemple, vous avez décidé dans votre vie, vous avez toujours été miséreux et vous voulez la plus grande richesse. Et donc l'objectif, c'est à un moment donné avoir 200 pièces d'or, ce qui est un montant complètement débile. Mais c'est ton objectif. Et la classe que ça débloque, c'est une classe qui a besoin de pièces d'or. Ouais. Et en fait, moi, comme je le comprends d'un point de vue fiction, c'est le fait qu'un personnage comme ça existe et accomplisse son objectif, ça veut dire que dans l'univers, ce genre de gens existent et permettent ce genre de choses. Ouais. Et donc, ça, j'y vois une vraie justification dans l'univers mental du monde, le fait qu'un original et une idée de plan de vie font que d'autres gens vont l'imiter et d'autres gens vont arriver avec le même plan de vie et avec les mêmes ambitions. Alors, gardez bien ça en tête, chers auditeurs et auditrices, pour la conclusion que j'ai par rapport à ce jeu. Ce que vient de dire Adrien, c'est hyper important. Je pense qu'on va arriver assez vite à dire que Gloomhaven ne prend son intérêt que sur le long terme. C'est-à-dire que je trouve que un one-shot de Gloomhaven, moi la première fois que j'y ai joué, j'étais là, sympa, mais si on n'y joue pas en campagne, je m'arrête tout de suite, quoi. Natacha. Moi, ce que je voulais dire à propos de ce jeu, parce que je tenais à caser, ce qui me paraît être vraiment un point important, c'est que pour moi, le cœur de l'intérêt du jeu, c'est la surprise. J'allais te poser la question. C'est la surprise à plein de niveaux. Et en fait, c'est un jeu qui a des secrets, parce qu'il y a des personnages que tu débloques au fur et à mesure, où la seule indication que tu as sur eux, sur autant que ce soit leur fluff que leur mécanisme, c'est un symbole. Et c'est vraiment important la surprise, au point que quand ils sont discutés sur les forums, ils sont nommés par leur symbole et non pas par leur classe, etc. Excellent. Donc tu débloques ça. Ensuite, tu débloques des histoires de l'univers. Tu as quand même des secrets de méchants cachés, d'anciennes civilisations, de machins, de trucs. Et c'est très ludiste parce que tu as des trucs à décoder, voilà. Mais... On en a parlé, mais effectivement, tu as une sorte de grille pour décoder des messages. Tu as une énigme secrète dans le jeu. Il y a presque des aspects escape game par moment, tellement c'est... Il y a des trucs cachés dans la boîte de jeu. Et exactement. Et donc, et tout ça, tu ne peux pas avoir l'expérience de ça si tu ne joues pas en campagne. Et donc c'est vraiment fait pour ça, quoi. Et à tel point que ça en devient parfois, ça a aussi les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que ça repose là-dessus et l'intérêt du jeu repose là-dessus. Mais par exemple, si tu y joues à deux, ce qui officiellement est possible,
et ben il y a des trucs qui ne sont pas réalisables, il y a des secrets qui ne sont pas atteignables à deux. Je crois que c'est pour ça que je me suis fait recruter un moment. Ils m'ont juste embrigadé parce qu'ils avaient besoin d'aide. Oui, c'est important parce que ça veut dire que c'est un jeu aussi qui est aussi un petit peu parce qu'on t'aime bien quand même. Au sens où il cherche à inclure des gens dans l'aventure. Ouais, il faut des gens qui acceptent l'idée de ne faire qu'un scénar de temps en temps. Nous, on est bloqués parfois parce qu'on est 4 sur ma table et ils sont dans l'idée de on ne joue pas si une des personnes n'est pas dispo. Sauf que maintenant, ils ne jouent plus sans moi. Si, de temps en temps. Mais effectivement, Oh, mince. Mais ils te le disent pas. Alors je crois que ce que tu viens de dire, Maxime, c'est contraire à l'esprit du jeu pour moi. Oui, parce qu'en fait, dans l'esprit du jeu, tu peux jouer à 6 à ce jeu. Et bah oui, bien sûr, tu crées 6 personnages, mais il y en a 4 qui jouent un scénar. Dans ta compagnie, il y a 6 aventuriers, et ceux qui sont dispo ce soir-là, ils jouent. Ouais, mais en fait, je crois que les joueurs, c'est vraiment pour le côté fidélité de découvrir l'histoire ensemble, bien de sûr. ne pas être là au moment où on a affronté un boss qu'on chase depuis longtemps. Bien sûr. Il y a vraiment le côté ouais, mais en plus, il y en a un qui va avancer moins vite que les autres, alors que de fait, objectivement, au point où on en est, on avance déjà pas du tout à la même vitesse sur le personnage qu'on a. Mais je sais pas, il y a un côté attachement à la fidélité qu'il y a au niveau de ma table. Moi, je l'ai pas forcément, mais les autres l'ont, donc je respecte, tu vois. Je comprends, mais pour moi, alors non. D'abord, je voudrais faire un tour de table. Pour vous, qu'est-ce qui fait pourquoi vous jouez à Gloomhaven en fait? Qu'est-ce qui est votre source principale de plaisir à Gloomhaven? Ce qui est cool, c'est que Natacha a plus ou moins déjà répondu. Oui, c'est ça. Au-delà du plaisir de jouer à un jeu de plateau avec des gens que j'aime bien, pour moi, c'est la surprise sur le long terme, quoi. Très bien. Adrien, même question. Alors, Anthony, c'est quoi ma réponse? Alors moi, je pense que c'est le gadget, c'est le côté déblocage de plein de stuff. Pour moi, c'est la richesse combinatoire. La richesse combinatoire, ouais, ok. C'est un jeu où il y a une richesse combinatoire de fou. En fait, et qui est tellement foisonnante. Alors, c'est pas foisonnante le mot que je cherche, qui est tellement inspirante. Enfin, en fait, les persos ont des cohérences avec des mécanismes parfois qui leur sont propres. En fait, il y a des persos qui ont une règle dédiée pour eux. On va dire, ce perso, il a le droit de faire ça que personne d'autre ne peut faire en fait. Avec une petite carte qui explique la règle. Et en fait, une fois qu'on découvre des persos qui ont ça, on se met à et on a débloqué genre 2-3 persos. On voit le premier qui fait ça, on fait mais waouh, c'est pas juste un perso qui a des cartes pour taper un peu plus ou qui a plus de cartes de soin. Non, c'est un perso qui en plus, typiquement dans la boîte de jeu, on voit qu'il y a un symbole de personnage qui a 2 boîtes de personnages. Quand tu vois la boîte, dedans il y a 2 boîtes de personnages. Donc tu sais qu'il y a un personnage qui a 2 figurines. Tu sais pas ce qu'il va en faire, mais ça ouvre. Enfin, déjà tu te dis mais comment ça se joue, qu'est-ce que ça permet, quel combinatoire, etc. Et ça, il y a plein de persos qui ont leurs petits artefacts. Et en fait, c'en est tellement riche que je me suis mis moi-même à créer mes propres persos en fait, avec leur thématique, avec leur richesse, avec ce qu'ils font bien, ce qu'ils font mal, leurs points forts, leurs points faibles. Donc là-dessus, l'attente d'un nouveau perso, c'est pas tant pour le fluff, c'est qui, etc. C'est plus pour c'est quoi son mécanisme, comment il tourne, c'est quoi qu'il peut faire que les autres peuvent pas faire. Ce qui rentre dans la surprise dont je parlais tout à l'heure. Hein. Absolument. Ça se complète. Max, quel plaisir tu prends à jouer à Gloomhaven? Pourquoi? Au-delà, bien sûr, du fait de jouer avec ses potes et tout, qui moi, est au début, un plaisir intrinsèque au jeu de société et pas à Gloomhaven. Bah ouais, mais il y a déjà ça, et il y a le fait que c'est c'est un très très bon jeu de société entre amis qui crée de la fidélité, qui crée une envie de campagne. C'est vrai. Ouais. Et je te dirais, au début, j'ai changé d'avis avec le long terme, mais il y a quand même le côté, c'est un bon jeu de rôle à l'ancienne sans les défauts, tu vois. Genre, non mais dans le sens où on sait pourquoi on est là, quoi. On est là pour le contrat social est clair. Le contrat social est très très clair. Et parmi les gens et comme on disait, la rejouabilité est monstrueuse, c'est-à-dire que chaque nouveau scénario, tu te dis tiens, c'est marrant, s'il y avait eu telle classe qu'on avait eu avant dans ce scénario, ce serait pas du tout la même chose. Ça serait pas selon le niveau de difficulté, parce que les monstres gagnent aussi en puissance en fonction du niveau moyen des joueurs. Tu découvres des nouveaux trucs, donc c'est vraiment, on joue au même jeu, donc toutes les règles sont connues. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau et il y a du défi pour le cerveau, même si à 4, il y a le défaut de souvent on roule sur le scénario. Donc on augmente la difficulté, nous. Parce que, alors, moi, là, sur l'aspect difficulté, notre retour, c'est pareil. En début de jeu, c'est compliqué. Pardon, excuse-moi, Céline. Non, mais attends, je te passerai la parole après. En début de jeu, c'est assez dur parce qu'effectivement, on a peu d'outils. Et ça cogne dur et ça tue très vite. Plus tard, on a droit à un peu plus d'erreurs. Et effectivement, nous, quand on joue à 2, donc à 2, c'est particulier parce qu'il y a des scénarios qui sont très difficiles à 2 parce que il y a des éléments qui ne sont pas mis à l'échelle en fonction du nombre de joueurs ou mal mis à l'échelle. Bon, c'est pas très grave.
Mais il y a un moment donné où on a dû augmenter les difficultés du scénario parce que c'était trop facile. Et puis au bout d'un moment, on a dû rebaisser la difficulté parce que certains scénarios étaient compliqués. Donc on a toujours ce degré de liberté d'ajuster la difficulté des scénarios qui est intéressant parce que si on le fait plus dur, on a plus de récompenses. On a un gameplay qui est un peu plus ardu. Si c'est plus simple, ça permet de se débloquer de la situation problématique tout en gagnant quand même. Donc il y a une liberté de réglage laissée aux joueurs de Fondamentalement, c'est un jeu sur lequel les ressources sont infinies, dans le sens où quand tu fais un scénario, même si tu perds, tu repars avec l'or que tu as gagné. D'accord. Et donc, un groupe qui dirait le jeu est trop dur, machin, je sais pas quoi, il pourrait tenter 4 fois le même scénario, dire on fait 4 fois le scénario sans le jouer, on gagne les quelques pièces d'or qui sont faciles d'accès, et puis voilà. Donc le jeu est assez permissif dans ce sens-là. La vraie ressource, c'est pas tant le temps de jeu que l'implication. Et tu t'y impliques à l'échelle que tu veux et de la façon dont tu veux. On va y revenir. Céline, je voulais te poser la question que j'ai posée à tout le monde. Qu'est-ce qui fait pour toi le sel de Gloomhaven? Qu'est-ce qui fait que tu joues à Gloomhaven? Quelle est la source de plaisir de... Moi déjà, c'est sûr que je joue parce que ça me fait plaisir de jouer avec mes amis. Et par rapport du coup aux autres personnes qui parlent là dans le podcast, en fait, moi, j'ai pas fait la campagne. Je suis arrivée assez tardivement. J'ai souvent fait des scénarios isolés par rapport à la quête principale, donc finalement il y a toute une strate à laquelle j'ai pas trop eu accès. Là tu découvres des choses sur Gloomhaven en fait, non? Non, je découvre pas des choses sur Gloomhaven parce qu'ils font pas de spoil, ils parlent pas de trucs suffisamment spécifiques pour que je sache pas. J'ai quand même vite fait suivi l'histoire, mais un peu comme si on m'avait fait un abstract et puis c'est parti. Fondamentalement l'histoire c'est du mettre fan sauver le monde, pas ultra compliqué quoi. Mais c'est vrai que du coup moi mon plaisir dans le jeu il est dans le fait de réussir à faire quelque chose du personnage et de faire fonctionner un peu en harmonie avec les autres et de voir comment ensemble on gère le scénario, quoi. Il est plus sur la strate du scénario que sur celle de la campagne. D'accord, ça c'est intéressant aussi parce que ça montre aussi la richesse en termes de couches d'implication. C'est-à-dire que là, on a Céline qui nous dit, moi en fait, quand je joue à Gloomhaven, je m'implique sur la partie et je vois pas au-delà entre guillemets. Il y a quand même la progression de mon personnage qui est plaisante parce que du coup je reprends le même personnage à chaque fois et le progresser dans sa maîtrise et le voir progresser un petit peu en termes de niveau et devenir un peu plus fort, ça c'est plaisant aussi. D'accord, donc quand même avec cet objectif à long terme là en plus. Et puis vous deux, Natacha et Adrien, qui avaient l'air de dire non mais le jeu il est abyssal en réalité, il y a plein de choses à découvrir, on a des secrets, Maxime qui nous ajoute qu'il y a des secrets dans la boîte, qu'il y a des petites énigmes à droite à gauche. Je pense qu'on a dû recevoir la boîte en 2017 ou quelque chose comme ça. Natacha. Et on a dû la finir il y a 6 mois, même pas quoi. Et on est en 2021. Et quand je dis la finir, on pouvait encore, rejouer des scénarios avec d'autres personnages. C'était pas. Nous, quand on a commencé avec les Gobins, on jouait une fois par semaine. Et on a joué une fois par semaine pendant 6 mois, à peu près. Et on a fait quoi un quart du jeu. Oui, et en plus, on n'a même pas débloqué, nous. Il y a un personnage qu'on n'a pas encore débloqué. Donc, ça, c'est quelque chose de très nouveau dans les jeux de plateau aussi. Ce côté, cette dimension, on joue ensemble pendant des périodes longues, avec Pandémie Legacy, tous ces jeux qui ont commencé à lancer cette tradition des jeux au long cours. Ça remet à la mode ce côté. Tu vois, quand tu es étudiant, tu joues tout le temps avec ton groupe de potes au jeu toutes les semaines. Et tout le monde dit ça se perd à un moment quand tu deviens adulte et compagnie. Avec ce genre de jeu, ça revient, j'ai l'impression. C'est moins difficile à mettre en place parce qu'il n'y a pas besoin d'une personne qui fait le MJ, qui réfléchisse pendant des plombes et qui investisse un temps monstrueux. Alors oui, le jeu est long à mettre en place. Par contre, on pourra parler des défauts. Le jeu est méga long à mettre en place. Même quand tu maîtrises, on va être honnête. Il faut 20 minutes pour mettre en place, je pense. Ouais, voilà. Et il faut de la place. Il faut une grande table. La boîte est énorme. Il faut une très bonne organisation. La boîte est mal. Enfin, il y a pas de manière de ranger proprement la boîte, donc il faut soit investir dans un kit de rangement, soit acheter des pochettes de congélation. Ils doivent bien vendre un kit de rangement à 50 € quelque part. Ouais, quelque part. Mais Céline. Moi, j'aurais tendance à dire, on n'a jamais fait de scénario en moins de 3 heures. Je me trompe peut-être par rapport à votre expérience, mais... À 2, ça va un peu plus vite. Surtout quand tu commences à connaître le jeu, que tu peux être à 2 à installer vraiment et 2 à remballer, ça va quoi. Excellent. Mais c'est vrai qu'à 3 ou 4, oui, ça peut être très long. Nous, on jouait à 4. Le plus court qu'on peut faire sur un scénario, mais uniquement le jeu, pas tout ce qu'il y a autour, c'est 2 heures. Et là, on va vite. Et nous, ce qu'on avait carrément, c'est qu'on avait un copain qui, en gros, laissait le jeu déplier chez lui en permanence. C'est-à-dire qu'en gros, on laissait. C'était vraiment, il y avait une table de chez lui qui était la jeu Gloomhaven. Et il y avait nos fiches de perso telles qu'on les avait laissées la semaine d'avant.
et ça fait gagner un temps fou. Mais qui peut se permettre ça? Il y a pas grand monde. Mais déjà pas quelqu'un qui vit avec un chat déjà pour commencer. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi j'en arrive à la fin gentiment de ce podcast. Je pense qu'Adrien aura peut-être d'autres choses à ajouter à la fin. Je te demanderai si tu as des choses à ajouter dont tu voulais parler sur Gloomhaven. C'est sur le propos du jeu. Parce qu'en fait, il a un propos, ce jeu, pour moi. C'est cette histoire de le fait qu'il y ait des groupes qui arpentent le monde, qui laissent des traces avec des petites étiquettes sur les cartes, etc. Je me suis posé une question dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on vient faire à Gloomhaven? Qu'est-ce que les gens viennent faire à Gloomhaven? Parce que le jeu, il progresse tout seul. J'ai envie de dire, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il va jouer un des personnages, un autre. Et puis quand on fera le résumé, on aura Adrien et Natacha auront joué plein de persos, mais plein de gens se seront ajoutés à l'aventure. Ce qui est rigolo, c'est que dans le matos du jeu, il y a un carnet sur lequel tu notes le nom des personnages, quel niveau ils avaient, et en fait ceux qui sont partis à la retraite, quoi. Alors, ah ouais? Sens, oui. C'est dans le sens. Parce que moi, en fait, pour être honnête, par exemple, la fiche de compagnie était tellement mal faite et beaucoup trop petite que moi, j'en ai une feuille A4 que j'ai fait moi-même à la maison en faisant les scénarios qu'on a débloqués, les scénarios qu'on peut jouer. Nous aussi, on a une feuille où on a fait un arbre avec tous les scénarios qui se débloquent, etc. Un propos sur l'aventure. Qu'est-ce que c'est qu'une aventure? Une aventure, c'est pas l'aventure d'une seule personne. C'est l'aventure de plein de petits groupes qui vont faire des petites actions à droite à gauche. Puis les groupes sont pas toujours les mêmes. Ça va pouvoir être aujourd'hui Maxime, Natacha, Adrien, Céline et Romaric. Demain et Luca. Et demain un autre groupe. Mais ensemble, on fait avancer l'histoire, on fait avancer le plateau. Chacun ajoute le petit Skaven, il a fait une part de l'aventure. Chacun. Et ça va. Souvenez-vous, tout à l'heure, dans le podcast, je vous ai dit, retenez bien ce qu'Adrien a dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Gloomhaven, qui est le nom d'une ville, et pas HeroQuest. Qui est autour des héros. Très intéressant, ça. Et ça, c'est vrai que ça raconte beaucoup sur le jeu. Et oui, il y a un côté comme ça, le monde est formé par les petites actions. Il y a un joueur de Trip to Sky dont la destinée de l'épée, c'est « Par ses actes insignifiants changera le monde ». C'est une destinée d'Armes de Ftera que j'adore. Dans Gloomhaven, je ressens ce propos-là. C'est-à-dire que chacun d'entre nous apporte sa petite pierre à l'édifice et à travers ses petites expériences, son petit point de vue, fait l'aventure générale. Ça serait rigolo de tracer une sorte de chronologie avec les tel perso il était là pendant tant de mois, puis l'autre il a été là pendant tant de mois, ils se sont chevauchés pendant telle période. Voilà. Et se rendre compte qu'en fait, déjà, il n'y a personne qui a vécu tout d'un bout à l'autre. Exactement. Il y a peut-être des moments où, en fait, tous les persos sont partis, d'autres sont arrivés, et le passé, ils savaient plus ce qui se passait. Mais l'aventure, Gloomhaven était toujours là. Nous, on le note en permanence. Genre, quand à un moment, on était là, il y a machin, c'est le vétéran, c'est le dernier qui est là, et quand il est parti à la tête, on est là, et voilà, ça y est, c'est terminé. Il n'y en a plus un seul qui était là au début. Ça, c'est génial. J'ai un pote qui me dit souvent, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Chacun d'entre nous se croit indispensable, mais tôt ou tard, on sera tous à la retraite. Mais on aura quand même participé à l'aventure et fait avancer le schmilblick. Alors, on ne sait pas vraiment vers où, on ne sait pas où ça nous mène. Gloomhaven, ça semble pas très... Ça, c'est super rigolo, j'en ai pas parlé, mais quand un personnage part à la retraite, on rajoute dans le deck des cartes rencontres, ville et campagne, une carte qui est liée à ce personnage-là. Et donc, plus tard, sur la route ou dans la ville, on le croise. J'en étais sûr. Et il y en a certains qui sont plutôt mode un peu maléfique, et donc quand on le croise, il va se passer un truc plutôt pourri. Et il y en a d'autres qui font mais oui, tenez, j'avais cette vieille arme que je peux vous confier, et là, bam, tu récupères un super objet ou des trucs comme ça. Et l'aventure continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et moi, j'aime bien. Et donc, au-delà du, le propos du jeu, je trouve génial. C'est fini l'individualité, effectivement, c'est pas HeroQuest, tu vois. C'est en fait l'histoire est faite par chacun d'entre nous à sa manière, par petites touches. Et il n'empêche qu'il y a un élément en plus de jeu qui est intéressant quand on parle de progression de personnage, c'est cette quête de puissance que l'on retrouve un peu dans ce côté donjon, dans ce côté animé, manga, shonen. Et encore, ce que tu dis à chaque fois il y a une nouvelle génération qui arrive, ça me fait penser à Naruto, Boruto, je sais pas quoi, tu vois, genre la nouvelle génération d'héros, il y a un peu de ça. Tu sais pas pourquoi, mais ils veulent tous être le plus puissant des. Oui, alors ceci dit, c'est une histoire de famille là en l'occurrence. Oui. Et souvent dans les mangas, c'est ça. Le truc, c'est que là, on n'a pas non plus de famille, tu vois. Non. C'est complètement déstructuré, c'est encore plus bordel. Et ça, je le note aussi dans les thématiques des scénarios. Quand tu vois, par exemple, le premier scénario, c'est vous avez faim, faut bien trouver à bouffer. Ouais, c'est ça. Et quand un mec nous dit allez buter un brigand et je vous paierai quelques pièces d'or, tu fais c'est parti. Et ça, le côté aussi, c'est une grande aventure, mais pour des petites raisons, tu vois, pour des petits moments. Rien, ouais. On retrouve ça beaucoup chez
Watanabe dans Samouraï Champloo, tu vois, ces héros qui sont de grands héros, mais qui vivent des moments du quotidien. Et puis, il y en a qui meurent, il y en a qui arrivent, il y en a qui reviennent, etc. Je trouve qu'il y a un petit côté comme ça aussi, quoi. L'aventure du... Enfin, le quotidien de l'aventurier. Le fait que ça, mais il y a de l'aventure. Et le fait que ce soit quasiment toujours la même taverne où il se passe des trucs à la con, je pense à... Le lion dormant. Ouais, c'est un effet très rigolo au final quand tu débarques et c'est encore un scénario là-bas, il y a encore des gens qui nous y attaquent ou qui... Donc moi voilà, j'ai senti, je le trouve feel good en fait ce jeu. Tu vois ce que je veux dire, en un sens, même s'il y a de la violence. Faut juste accepter le début aussi de oh là là, c'est pas impliquant. C'est-à-dire que oh là là, on est dans une taverne et j'ai envie d'aller taper des monstres. Bon, faut l'accepter quoi. T'es juste là pour jouer un jeu de plateau. Mais c'est drôle. Ça c'est à côté. En fait. Ah bah faut l'accepter. Si tu t'attends à une immersion forte et narrativement puissante, tu vas être déçu. J'ai retrouvé un côté Cthulhu aussi. Quand tu dis, alors chacun d'entre vous va faire 4 personnages et on va faire l'Orient Express. Tu vois, il y a des morts et puis, mais en fait c'est toujours la même aventure. C'est l'Orient Express, même s'il y a des persos qui meurent et tout. Ouais, de ce point de vue-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'aspect, on pourrait tracer la chronologie de qui était là à bord et quand. Ouais. Mais l'aventure a eu lieu, tu vois. Et donc du coup, d'où la question, qui est-ce qu'on joue à Gloomhaven, tu vois. À Gloomhaven, les personnages sont clairement des vecteurs du joueur. C'est ça. Clairement, comme à Cthulhu. Ça, c'est vrai que là-dedans, on retrouve ça. Hein. C'est bon ça. Donc, si vous êtes curieux de Gloomhaven, alors, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Adrien? Il y a plein de choses à dire. Gloomhaven, c'est beaucoup plus riche que juste Gloomhaven. Il y a une extension qui est sortie qui s'appelle Forgotten Circles, qui, si la complexité de Gloomhaven était votre limite, prenez pas. Forgotten Circles, c'est vraiment genre ils se sont dit, ok, comment on peut faire des scénarios avec des mécanismes encore plus bizarres, avec un personnage avec des règles encore plus compliquées. Donc ça pousse la complexité à l'extrême. Il y a une version qui s'appelle Jaws of the Lion qui est sortie, il y a que 4 persos. Et c'est les 4 mêmes qui vont jouer toute la campagne. On va moins débloquer d'éléments, c'est plus accessible, on va dire. Je ne l'ai pas joué, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais les persos sont compatibles aussi avec Gloomhaven, paraît-il. Donc en tout cas, si vous voulez découvrir une version plus légère, avec, je crois qu'il y a juste une vingtaine de scénarios maxi, un truc comme ça, okay, ouais. Ça peut valoir le coup. Ça a l'air de coûter cher, Gloomhaven. J'allais en parler. C'était quoi, 150 € à la sortie. Maintenant, il est difficilement trouvable à moins de 160. Maintenant, il doit être trouvable à nouveau. C'est peut-être un peu tard. Il y a une réédition. Moi, chez moi, il est ça. En fait, il y a eu un Kickstarter. C'est le troisième élément que j'allais évoquer dans la gamme. Il y a Frosthaven qui est annoncé pour septembre, octobre par là. L'origine, ça devait être en ce moment, mais avec les confinements qui essayent de retard. Bon, ça serait pour septembre-octobre. D'accord. Et avec cette parution-là, ils ont réédité tout le reste. Donc tout était payable sur un Kickstarter. Donc il y en aura peut-être dans les boutiques à nouveau, etc. C'est clairement pas à la portée de toutes les bourses parce que 150 €, tout le monde ne peut pas les débourser. Mais en fait, quand on fait le calcul quand on fait le calcul de temps passé sur les euros investis à 4, c'est ça. Si vous êtes 4 et que vous renoncez à quelques soirées ciné. Quand il y aura un nouveau cinéma, soirée ciné, soirée escape game, c'est ça. C'est 2-3 escape games pour infiniment plus d'heures. Et rappelez-vous aussi que le jeu est très inclusif, c'est-à-dire que c'est pas un jeu. Par exemple, je pensais à Sens dans ma tête parce que lui aussi c'est un jeu à 150 €. Et en fait, Sens, le problème, c'est qu'une fois que tu as ta table, tu dois jouer tout le jour à Sens avec la même table. Alors que là, à Gloomhaven, en fonction des gens qui sont là, c'est beaucoup plus jouable de jarter un joueur et d'en ramener un nouveau. Si le contrat social est OK sur le fait que l'aventure avancera un peu, on te fera un résumé, etc., ça se fait bien. Après, ça reste un jeu de plateau où il faut aimer les maths et l'intelligence logico-mathématique quand même. C'est-à-dire que... Alors, peut-être pas les maths, on va dire qu'il faut être prêt à avoir une certaine combinatoire à réfléchir. Oui, la logique le combinatoire. mot maths, ça peut faire... Oui, parce que moi j'allais dire que c'est pas forcément mon truc ça, et je trouve quand même mon compte. Ouais, le fait que Natacha aime bien Gloomhaven, ça montre quand même, ça veut dire quand même des choses du jeu pour nos éditeurs qui nous suivent depuis longtemps. Après il faut quand même que dans l'équipe il y ait au moins une personne qui je confirme. Moi c'est parce que je joue avec Adrien. Voilà. Moi je vous ai vu jouer, j'ai vu que. Ou alors il faut qu'il y en ait d'autres qui soient plus en mode à avoir toutes les autres règles en tête. Ouais, pour la gestion de l'IA et compagnie. Moi je le vois avec mes joueurs, souvent c'est moi qui le fais, qui est en mode attention, vous avez oublié ça, ou c'est moi qui installe tout. Et il y en a d'autres qui aiment bien, mais je vois qu'il y a un de mes joueurs par exemple, je vois que lui déjà jouait son perso. D'accord. Non, c'est pas qu'il est en surcharge, c'est juste qu'il parle beaucoup trop et que si on devait lui demander de gérer autre chose. C'est lui qui nous surcharge. Ah ouais, non, mais il y a des moments, on est là, putain, scrognonieux, nous on a fait notre choix, c'est bon, choisis tes cartes. Et il n'y a pas de critique, il n'y a pas de. Il en faut pour tout, mais il faut qu'il y ait au moins une personne. Plus il y en a, mieux ça se passe.
je pense. Parce que parfois, même quand j'ai vu quand on était avec Adrien, quand toi tu penses que tu connais toutes les règles, il y en a un qui va dire mais non regarde, t'as oublié ça avec les ennemis. Putain, le con. Après 100 parties, je pense qu'on a joué au minimum 100 parties. Hein. J'ai découvert une règle qu'on interprétait mal et qui nous handicapait en fait depuis le début. Donc t'as joué avec un handicap sans le savoir. C'était en l'occurrence c'était un système de soins que t'avais mal compris. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, faut dire ce qu'il y a qui sont particuliers quoi. T'as les soins en disant oui, mais regardez, vous soignez pas les conditions négatives, sauf celle-là, mais celle-là par contre non. Enfin, t'es là genre c'est bon, il y a déjà 8 conditions négatives. Podcast bombe. Décidément. Le truc que je voulais ajouter, c'est autre cas, c'est quand t'aimes perdre. Il y a des gens qui aiment bien jouer des parties et perdre. Moi, par exemple, dans des jeux de coop, j'aime bien perdre en fait. Et donc, du coup, même si j'ai pas de grande capacité logico-mathématique, ça me plaît parfois de me faire défoncer. Ce que j'aime beaucoup à Gloomhaven, c'est que les parties qu'on perd, alors des fois, c'est pas de bol, c'est la mauvaise carte qui arrive au mauvais moment, mais souvent, on se dit. Là, on aurait dû prendre plus de risques dans cette salle. On est des merdes. Ou alors, je vois pas de situation où tu dis c'est vraiment de la faute du jeu parce que il y a quand même suffisamment de mécaniques où tu peux annuler une attaque en jartant une carte. Si tu t'es mis dans une situation dangereuse en n'ayant pas gardé de carte en main, c'est ta faute à un moment. Oui. C'est à 2, ça peut arriver plus souvent. Oui, j'ai joué qu'à 4. Quand à 4, on a un joueur qui s'est fait coucher, c'est pas arrivé souvent. Clairement, alors déjà il y a la surprise, dit c'est la première fois qu'on rencontrait cet ennemi, je savais pas qu'il pouvait faire ça, dis donc. Ouais. Et ça c'est rigolo quoi, le golem qui marche à 2 à l'heure et qui d'un coup fait un grappin à 4 cases de distance, tu fais la première fois que tu tombes sur des slimes et que tu découvres qu'ils peuvent se diviser et que t'avais 2 slimes au fond de la salle, tu t'es fait non mais on fait d'abord les squelettes et puis quand t'arrives il y a 20 slimes. C'est pas la même partie. Elle était géniale cette anecdote avec le mec aussi avec ses squelettes où du coup ça remplit toute la pièce de squelettes. C'est génial. Oui, où t'arrives à un moment ça c'est très jeu vidéo. Un des aspects dont j'ai pas parlé aussi, c'est que les cartes qu'on a dans notre main, notre perso a un nombre de cartes maximum dans la main, qui est les cartes dans lesquelles il va faire le donjon. Quand il est niveau 1, il a accès à, mettons un perso qui a 10 cartes en main, il a accès à 10 cartes niveau 1 plus 3 cartes qui sont notées d'un petit X qui veulent dire c'est des cartes plus situationnelles. Donc tu dois choisir 10 cartes parmi ces 13. Donc il y a du deck building quoi. Quand tu passes niveau 2, tu gagnes une carte de niveau 2. Donc tu dois avoir 10 cartes parmi 14, puis 10 cartes parmi 15, etc. Mais donc en fait, il y a des scénarios où des fois tu te dis non, pour ce scénario, j'ai besoin d'être très rapide, je vais enlever telle carte d'attaque et je vais prendre telle carte de mouvement pour. Donc il y a des scénarios où tu te dis on l'a perdu, on va le refaire et je vais enlever telle carte, prendre telle carte. Alors c'est petit, hein, mais c'est un peu comme si tu avais ton side à Magic, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est vraiment intéressant. Céline. Et ça fait typiquement partie des choses que je disais que j'appréciais dans la maîtrise du personnage, c'est de se dire non, mais en fait, cette carte, je la joue jamais, il faut que je la remplace, je vais en tester une autre et du coup, pour les scénarios suivants, je vais tester d'autres manières de faire jouer le personnage. Lucas. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de double montée en compétence. C'est-à-dire, d'un côté, ton personnage monte en compétence, il gagne des cartes, etc. Et d'un autre côté, toi, tu apprends aussi à le jouer. Clair, hein. Et voilà. Ah, c'est clair, ouais. Et tu joues le personnage, tu apprends. Il y a du player skill aussi. Quoi. Ouais. Il y a des classes où les cartes ne sont pas égales. Tu as des cartes qui sont complètement pétées et d'autres qui sont OK, tu vois. Et savoir jouer sur tes forces et cacher tes faiblesses, c'est un vrai player skill. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un effet aussi qui pourrait émerger de type certains joueurs vont se mettre des contraintes particulières parce que, je sais pas, par exemple, ils ont un niveau plus élevé en calcul que d'autres, etc. Et donc se disent, moi j'ai envie de faire... la seule fois où je l'ai vu, c'est sur le perso qui est capable de faire des tours infinis. Où le joueur s'est dit, ça, je mets la contrainte de j'utilise pas cette carte ou je l'utilise pas dans telle condition parce que sinon... Moi je l'ai vu, mais c'est vraiment en fait chaque classe du coup est théoriquement pensée pour être jouée de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire que il y a clairement quand tu as une bonne intelligence logico-mathématique ou que tu vas sur internet parce qu'il y a des tutos très bien faits, il y a des manières beaucoup plus optimisées et parfois je suis dans un groupe de 4 et donc parfois tu peux te retrouver à volontairement te dire je vais le jouer d'une autre manière pour la stimulation perso de me dire tiens qu'est-ce que ça donne si je le joue de telle manière. Si on prend le vocabulaire jeu vidéo, grosso modo il y a des tanks, des personnages de dégâts et des personnages de support, grosso modo. Ouais, il y a le jeu des invocations par exemple, tu vois, mais oui, c'est vrai, mais c'est une sorte d'archétype à part, quoi. Enfin, c'est pas. Moi, j'avais ça avec mon rat où je me suis dit, mon rat, j'aime pas dire ça, mais bref, mon perche esprit Vermlings, qui est clairement très vite, j'ai compris que, mais en fait, il est complètement optimisé en étant j'arrive, je fais des méga gros coups et ensuite je vais me cacher.
Et donc j'ai joué 4, 5, 6 scénars comme ça, et les jeux de joueurs étaient là en mode c'est bon, on a compris, c'est jamais toi qui prends les coups. Et j'étais là, bah ok, je vais changer un peu de style de jeu, vous allez voir, je vais jouer sur mes invocations et je vais vous envoyer des nuées de rats de partout. Et là les autres joueurs ils étaient là, non mais en fait finalement c'était bien quand tu jouais les gros coups et c'était bien parce que ça nous sortait de la mouise. J'étais là, bon, on est d'accord, je rejoue comme ça alors. Et c'était rigolo une fois ou deux de le tester pour... Parce que c'est vrai, ça c'est un point qui est rigolo, c'est qu'il y a des cartes qui sont fortes et il y a des cartes qui ont un marqueur esthétique très puissant que tu as envie de jouer juste parce que ça fait un truc complètement trop cool, bizarre quoi. Enfin... les invocations typiquement c'est génial. J'ai invoqué un rat géant sur le terrain quoi, tu vois. Ou le coup de je peux créer des murs. Alors tu sais pas trop quand est-ce que tu vas réussir à le placer de façon bien, tu vois, parce que ça rajoute une combinatoire, hein, mais c'est le beau gadget. Le beau gadget là, clairement. Moi, vraiment, plus je vous entends parler de Gloomhaven et plus je vois que en fait son game design est très inspiré du jeu vidéo. Pour moi, c'est clair. C'est un jeu de société de jeu vidéo. Il existe sur Steam d'ailleurs. Il existe sur Steam et il y a une version coop. Il est différent. On débloque les classes de manière différente. Du coup, c'est une autre expérience apparemment. Ouais. Mais pour les gens qui auraient la flemme d'installer tout le jeu de plateau et compagnie. Et moi, j'ai beaucoup de mal à jouer avec des jeux de cartes en ligne où il faut lire plein de cartes et choisir, dire je vais jouer telle partie. C'est très compliqué de jouer à un jeu de cartes en ligne. Ouais, moi, je trouve ça. T'as pas le rapport matériel à l'objet où tu peux les trier comme tu veux, les ranger, en mettre de côté, mettre de. Il y a des jeux qui sont bien pensés, genre par exemple Terraforming Mars, la version en ligne est vraiment excellente, je trouve, pour le coup, parce qu'en fait, il y a pas plus. Déjà, il y a pas la partie haute et la partie basse de la carte. Tu vois, il y a chaque carte. Pardon. Micro. Et en plus, ça donne des accès à d'autres infos. C'est pas le même jeu. C'est très rigolo, je trouve, les versions dématérialisées. Et souvent, ils font les choses bien. Il y a des gens vraiment très compétents, je trouve, qui prennent le jeu de plateau et qui se rendent compte de OK, là, quand c'est dématérialisé, on va avoir un avantage à tel endroit. Et ça peut être intéressant de combler un défaut du jeu là. Et inversement, du coup, on va changer telle règle parce que ça marchera pas en mode jeu vidéo, quoi. Ça sera pas intéressant. Un élément que j'ai trouvé un peu comme ça, c'était la gestion des éléments, justement, la nature élémentaire. Parce que quand certaines actions sont faites, il y a de la mana en fait qui est déclenchée. La mana, excuse-moi, j'appelle ça de la mana. Oui, il y a de la mana. Des éléments, voilà, de l'eau, de la glace, la glace, de l'air, de la terre, du feu, de l'ombre et de la lumière. Et en fait, pendant 2 tours, par exemple, l'ombre va rester disponible dans l'air. J'ai envie de dire, c'est dans l'air. L'atmosphère, Et donc, le magicien pourrait capter cette ombre pour Mais l'ennemi aussi. L'utiliser. L'ennemi aussi. Ah oui. T'es pas prêt à des ennemis qui font il y a de l'ombre, je deviens invisible. Et là, tu l'as. Mais ça, c'est horrible. Quand tu joues là-dessus et que t'es débutant, je vais mettre une initiative super rapide pour les piquer, et là les ennemis sont plus rapides que toi et ils te piquent l'ombre sous le nez en mode nous on attaque et on devient invisible. Alors du coup il y a un aspect counter là-dessus, counter au sens de counter, hein. Donc du coup il y a de l'ombre qui est générée et pendant 2 tours elle va être dans l'air et tu dois déplacer le marqueur d'ombre sur attention ça va disparaître, puis ça a disparu. Exactement. Et tu peux pas auto-comboter, ça c'est génial. Tu peux pas dans ton même tour générer un élément et l'utiliser. Voilà. Ça c'est vachement fort en termes de gameplay parce que ça c'est un des points qui invite à la communication entre joueurs. Genre je peux générer de l'ombre que tu vas consommer toi juste derrière, ou alors le prochain tour, et donc c'est un des vecteurs de discussion entre joueurs. Ce qui évite de jouer solo. Ça évite de jouer solo son personnage et de dire juste je me déplace et je génère de la glace que je consomme pour faire une super attaque. Non, tu peux pas. Donc faut penser un tour en avance, soit faut penser avec tes camarades. Et ce que je voulais dire par rapport aux jeux vidéo maintenant, c'est que du coup ce genre de compteur qui est un peu difficile à gérer parce qu'on est en surcharge cognitive complète tout le temps dans Gloomhaven, ou très souvent, on est souvent aux limites de voilà. Écoute, chacun ses limites. Quand tu dis on, tu veux dire toi, je pense. Non, je suis d'accord avec Romaric. Enfin, moi qui en ai joué une centaine de parties, il y a des tours. Ça m'arrive d'avoir des tours où j'ai 4 cartes, j'ai même plus que 4 cartes en main. Tu vois, c'est même pas les tours, j'en ai 10, c'est les jours j'ai 4 cartes en main. Et je suis partagé entre aller achever le monstre, mais je prends le risque. On joue pas. Vous jouez beaucoup à 2, vous. À 2, la moindre erreur, elle va être risquée. Nous, à 4, il y en a un qui fait de la merde, c'est pas grave, quoi. Entends bien ce que je te dis, c'est que quand on réfléchit à des dynamiques de groupe, le petit compteur mana qui est sur le côté droit de la table, on l'oublie. C'est ça que je voulais te dire. Alors qu'un jeu vidéo, lui, il l'oublie pas. Il l'implémente immédiatement. C'est tout ce que je voulais dire. Le plus fort des exemples là-dessus, c'est il y a un compteur de tours. Personne ne le joue. Moi, je le joue jamais. Qui n'est utile que dans, je pense, 5-10% des scénarios. Il y a quelques scénarios où ça dit à la fin de tel tour il va se passer ça, ou à la fin de tous les tours il y a un monstre qui apparaît quelque part. J'en suis à 30 scénarios, j'ai vu une fois peut-être avant. Si t'as le scénar avec la salle carrée où t'as des monstres qui apparaissent à tous les angles, c'est le seul moment. Mais t'en as quelques autres. On n'est pas tombé dessus. Dans l'extension il y en a beaucoup après. Alors
dernière question que je voulais te poser, Adrien, avant de clore ce podcast, c'est dans tous les jeux de coop, il y a ce qu'on appelle l'effet leader, qui est une grande problématique des jeux coopération, qui est qu'à un moment donné, un joueur expert du jeu peut dire à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire, etc., etc. Quelque chose qui énerve beaucoup Natacha. Je me souviens que dans Vademecum, ça l'avait beaucoup énervé quand on avait joué. Que quelqu'un puisse lui dire, c'est ça que tu dois faire, là, c'est ce qu'il y a d'optimal, Il y a etc. une solution optimale, quoi. Tout le monde, ça énerve tout le monde. Enfin, je dirais, personne n'aime que quelqu'un d'autre joue à sa place ou lui donne des leçons sur ce qu'il devrait faire, etc. Comment Gloomhaven, parce que tout est sur la table. Ouais. Alors oui, pour moi, Gloomhaven, il y a 3 facteurs qui viennent limiter ça. 2 un peu légers et un plus fort. L'élément le plus fort, c'est la surcharge cognitive. Voilà. Et je trouve que c'est un aspect intéressant du jeu. Oui, bien sûr, c'est la bonne transition. Hein. Je le voyais venir, j'allais en parler sinon. Tu peux pas connaître toutes les cartes de tout le monde. Tu peux pas connaître toutes les cartes de tout le monde. Alors, en vrai, une fois que tu as beaucoup joué, tu sais les cartes qui existent. Et pour le premier tour, je sais que les cartes que la plupart des gens ont. Et il y a des fois où je pourrais dire, ouais, non, mais fais plutôt ce mouvement. En fait. Donc, mais ça, bon. Peu importe, passons. C'est le cas rare de t'as beaucoup joué, tu commences à penser le jeu. Et puis t'en as un stade où la plupart des joueurs aussi connaissent le jeu, donc au moment où tu fais bon, on fait les initiatives, on peut en parler, mais c'est très rigolo. Ouais, on n'a pas le droit de dire de chiffres, mais au bout d'un moment, à force de jouer entre nous, on connaît les valeurs d'initiative. Tu joues très tôt. Ouais, mais je sais que le Scandrel, quand il dit qu'il joue très tôt, il joue entre 4 et 10. Mais c'est vraiment très drôle, ça fait vraiment la cohésion d'équipe dans la qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui savent. Par la cohésion d'équipe où on se connaît. Entre 4 et 10 sur 100. Enfin, je sais pas oui, si sur vous 100, avez dit sur combien. Parce que si on n'a pas l'échelle. T'as le fameux, tu joues comment ? Je joue à mon plus rapide. Et en fait, on commence à la fin, on sait quel est le plus rapide de l'autre. Et je dis, ok, je vais jouer à ton plus rapide, moins. Je vais faire de mon mieux. Bon, on sait ce que ça veut dire. Non, mais oui, on avait ça avec les gens qui me disent, est-ce que tu peux jouer lentement ? Et moi, j'étais là, le plus lentement possible. Ou sur 100, c'était 30, mon plus lent, tu vois. J'étais là, je suis désolé, je suis beaucoup trop rapide. Excellent. J'ai bouffé de la coque ce matin. Voilà, c'est ça. Mon rat, à la fin, c'était n'importe quoi. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième et le troisième sont et similaires. La surcharge cognitive. C'est de la surcharge cognitive. Le deuxième et le troisième, c'est le fait qu'il y a des éléments qui ne sont connus que du joueur, qui sont l'objectif long terme et l'objectif de scénario. Évidemment, ça c'est alors, sont légers dans le sens où la plupart du temps... Il va pas pourrir un scénar pour ça. La plupart du temps, quand on joue le scénar, on tient d'abord à résoudre le scénar. Parce que, alors oui, ça c'est important, c'est que ton objectif solo du scénario, si le scénar n'est pas résolu, même si tu l'as accompli, tu ne gagnes pas la récompense. D'accord. Donc il faut gagner le scénar et avoir ton objectif solo. Donc tu as un petit peu cette chose-là qui fait que les autres vont pas te jouer pour toi parce que ils vont dire ah mais tu peux aller chercher le trésor, tu vois. Non, j'ai pas envie. Parce que ton objectif c'est de ne rien ramasser pendant le scénario, par exemple. Et donc du coup ça laisse un petit peu de liberté aux joueurs. Et pareil, l'objectif long terme, certains objectifs font que... Alors il y a des objectifs qui sont trop génériques et qui n'ont pas d'impact sur le jeu. Il y en a qui sont chiants du genre il faut tuer tel type de bestiole, puis tel type de bestiole, puis tel type de bestiole. Et là t'as un joueur qui va dire vraiment s'il vous plaît laissez-les-moi, c'est la première fois. C'est très jeu vidéo. Voilà. Ça c'est tellement jeu vidéo. Il faut que tu achèves tel jeu vidéo où t'as des objectifs, il faut que tu vois tes camarades tomber KO. Et donc t'as intérêt à les pousser au danger. C'est surtout que ça c'est celui dont je parlais en disant que officiellement c'est un jeu à deux. Qui peut se jouer à deux, mais pas officieusement. Et typiquement, cet objectif-là, je suis désolée, je parle très mal, je suis fatiguée. Officieusement, cet objectif-là, il n'est pas jouable à deux. Tu peux pas, parce que voir tes camarades tomber épuisés, ça fait partie des objectifs un peu problématiques. Ouais, c'est ça. Ça revient à perdre le scénar. Donc en fait, tu peux pas. Ou alors ils auraient dû adapter les objectifs en fonction du nombre de joueurs, quoi. Mais comme le jeu est prévu pour pouvoir être joué selon les situations à 2, 3, 4, c'est compliqué, quoi. On en parle justement. J'y repense parce que ça m'était sorti d'esprit tout à l'heure quand on parlait du fait que c'est un jeu où on pouvait rarement reprocher au jeu de rater ou de perdre une action ou une partie. Il y a un contre-exemple qui fait que dans les règles, il y a une variante que nous on applique tout le temps maintenant, qui est que quand on résout une action d'attaque. On va faire une attaque par exemple à 4, on va piocher une carte dans un deck de modifieurs d'attaque, il y a 20 cartes à la base, et ça met des plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, coup critique, échec critique. Ouais. Le coup critique c'est x2 au dégâts. Donc si c'était une attaque à 3, ça fait 6, si c'était une attaque à 1, ça fait 2. Et l'échec critique c'est l'attaque ne porte pas. Et en fait, cette carte, pour moi, elle est très problématique parce que, justement, c'est un jeu qui s'inscrit dans le puzzle game, on peut résoudre un peu et on peut planifier tout ça, sauf que quand tu as, genre, le dernier monstre, que je suis le dernier debout, que je prévois ma méga attaque pour le flinguer, que j'ai mis toutes mes chances de mon côté, j'ai claqué tous mes objets, et là, tu tires l'échec critique, en fait... C'est le moment où l'aléatoire tue le fun. Voilà, le moment où l'aléatoire tue le fun. Et donc, en fait, c'est dans les règles. Hein. Il y a une variante qui dit, vous pouvez considérer le succès critique
qu'au lieu d'être x2, ce soit un plus 2, et l'échec critique, au lieu d'être un raté, c'est un -2. Donc nous, on joue avec ça parce qu'on veut minimiser ça. Ça atténue d'autres mécanismes du jeu qui, du coup, handicapent un peu certains personnages, mais c'est un choix. Du coup, on sait aussi que, par contre, quand on enlève ce type d'aléatoire, pour les joueurs débutants, c'est moins fun. Parce que du coup, les joueurs débutants... La fameuse attaque qui fait le x2 au bon moment, il y a un fun incroyable. Moi, le coup de... je vais juste tirer une petite flèche là, mais j'aurai besoin de votre aide pour les finir. Et là, je tiens mon premier modificateur, ajouter une cible. Finalement, je vais tirer sur 2 cibles. Deuxième, ensuite, je lui mets x2. D'accord, désolé, finalement, je lui ai mis 8 dégâts, il est mort. Mais deuxième, x2 à nouveau. Désolé, j'ai tué les deux tout seul en mode Legolas avec 2 flèches. Et les autres sont là. Du coup, je fais rien de mon tour, je suis là. Désolé d'être trop fort. Du coup, je comprends que ce soit moins fun pour quelqu'un d'expert comme toi, Adrien, de jouer avec ce type de je parlais pas du mot expert. Pour moi, ça dépend. Est-ce que tu viens plus jouer à un jeu entre guillemets à l'américaine où le critique, l'échec critique, c'est rigolo quoi. C'est rigolo, tu vois. Ou est-ce que tu viens plus pour l'aspect puzzle game? Natacha. Oui, moi je suis pas. C'est pas le puzzle game généralement qui me plaît, mais je dois admettre que le juste x2. Le fun du x2 ne viendrait pas rattraper la frustration de l'échec critique où on te dit ça c'est. Après, moi je pense que je suis comme Rome, ça me dérange pas de perdre quoi. Ça me dérange pas que le jeu me dise t'avais tout prévu, t'as raté, ça arrive, c'est pas grave. Tu vois, genre. Je comprends. Mais parce que nous on perd moins facile. Encore une fois, je pense que le fait de jouer à 4, c'est genre il y en a eu un qui a un échec critique. À 4, un échec critique c'est un quart des actions du tour perdu. À 2, un échec critique c'est la moitié des actions du tour perdu. Lucas. C'est marrant parce que, à vous écouter, moi je suis pas un gros joueur de jeux de plateau et j'ai l'impression qu'il y a une dynamique de jeu qui est quand même très très similaire à celle de Vademecum, à la différence des objectifs perso, alors que dans Vademecum, le groupe est tout entier polarisé vers un seul objectif, certes avec des petites différences en fonction des révélations, mais qui sont plus du côté esthétique que du côté mécanique. Mais sinon, je me retrouve dans vos retours avec les mêmes choses qui m'ont plu, les mêmes choses qui m'ont frustré de mon expérience de Vademecum. Fais attention parce que dans Vademecum, la couche fiction et l'histoire derrière, elle est quand même. C'est vrai. Elle est quand même, vraiment, elle est quand même meilleure que celle de Gloomhaven. Faut pas. C'est pas la même ambition. C'est le symétrique de Vademecum en un sens. C'est-à-dire que Vademecum a un énorme investissement dans l'histoire, le travail des personnages et tout. Et finalement, la partie puzzle game, elle est pas satisfaisante. Elle a plein de défauts. On avait eu l'occasion d'en parler avec toi, Adrien, quand on parlait de Vadé Rétro, mais même au cours des débriefs sur Vademecum. J'invite les auditeurs à aller écouter les podcasts sur Vademecum s'ils le souhaitent. Mais dans Gloomhaven, il faut voir le travail d'équilibrage, le travail. Si tu comparais du point de vue ludique, Vademecum et Gloomhaven, mais c'est la honte pour Vademecum. Quoi. Dans Vademecum, il y a 4 archétypes. Dans Gloomhaven, il y en a 16. 16, des scénars, des plateaux dans Vademecum, il y en a une douzaine à tout casser. Voilà. Dans Gloomhaven, il y a 95 scénarios. Lucas, qu'est-ce que tu mais dire, du coup ? Tu vois, moi, en termes de complexité, Vademecum, c'était déjà un peu mon max, parce que je pense que je suis pas un joueur qui tire beaucoup de plaisir à avoir des mécaniques combinatoires extrêmement complexes, bien s'emboîter, etc. Ouais. Et du coup, je pense que j'ai eu un fun vraiment comparable, parce que moi, Vademecum, c'était le max de ce que j'arrivais à concevoir et donc à trouver satisfaisant en me disant « Ah oui, j'ai bien anticipé, j'ai bien fait mes actions, c'est cool et tout ça. » Justement parce qu'il était beaucoup moins riche et donc en soi c'est pas. Mais je vais dire un truc par rapport là je parle de mon propre jeu donc pour moi je trouve que Vademecum t'as des dissonances ludonarratives donc des moments où le jeu vient en contradiction avec l'histoire ou etc. Gloomhaven c'est un jeu extrêmement cohérent, c'est-à-dire la dimension narrative du jeu ne vient pas du tout parasiter les mécaniques combinatoires. Elle est là au bon moment, quand il faut. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est. Mais attention, encore une fois, on compare ce qui n'est pas comparable. C'est deux jeux qui ne sont pas dans le même héritage. Il y en a un, c'est un jeu de rôle. Il y a quand même cet héritage mécanique vidéoludique, etc. Bien sûr. Mais c'est pas les mêmes jeux vidéo. Mais en tant qu'auteur, déjà, tu ne dis pas je fais un jeu de plateau, tu vois, non. Ou je fais un jeu de rôle pour Gloomhaven. C'est pas. Mais je comprends qu'on va les comparer parce qu'il y a un héritage du jeu vidéo dans les deux. Oui, c'est sûr. Moi, c'est le Survival Horror. Là, c'est les jeux puzzle, c'est les puzzle games.
type Shining Force, tu sais, les jeux en plus où tu joues sur des damiers, où tu peux mettre des blocs pour faire des stratégies, pour nuire à l'IA, etc. Les tricks, les patterns. On voit qu'il y a un héritage. Puis il y a un héritage qui va au-delà des vieux jeux vidéo des années 80. Contrairement à Vademecum. Là, ça va dans les jeux vidéo très modernes et très récents où il y a du super player, justement, tu vois, il y a du speedrun, merci Max. Tu vois, c'est ça, il y a Gloomhaven est vraiment un jeu de son temps en un sens, alors que Vademecum, oui, il hérite de mécaniques vidéoludiques, mais des années 80. Il aurait pu sortir en 90, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. S'il était sorti en 90, il aurait certainement été révolutionnaire. Il y a moyen de speedrunner des scénars de Gloomhaven. Hein. Moi, je me souviens, il y a des moments avec les copains, on a regardé. Bon bah là, genre il faut aller appuyer sur telle dalle, sachant que sur le chemin en fait, normalement il y avait plein de pièges, plein de machins, plein de trucs. J'étais là. Bon, on tape quand même les gens ou je le finis parce que moi j'avais des améliorations qui faisaient qu'en 2 tours je pouvais y aller, c'était fini quoi. J'ai un truc de fou à dire. De plus, Vademecum et Gloomhaven n'ont pas la même histoire créative. Vademecum est un jeu d'auteur. Il hérite aussi des défauts de son auteur. Romaric Briand, c'est un fan des années 80, etc. Machin, et il a voulu faire un jeu comme ça. Gloomhaven, je parie, mais je fiche mon billet, que ce n'est pas un jeu d'auteur. C'est un jeu d'auteur au pluriel. Non, c'est un mec. Tu rigoles. C'est un mec. Et tu crois pas qu'il a inclus ses petits potes et tout ça ? Il y a énormément de playtesters, etc. En fait, l'extension, les scénars sont faits par quelqu'un d'autre, majoritairement. Mais le jeu de base, c'est quasiment que l'auteur. Tu me trouves le cul. Alors là, vraiment, tu me trouves le cul. Parce que... Il y a des fous. Hein. Ça sent. Frosthaven, il discute avec des gens. Dans Frosthaven, que j'ai kickstarté, on reçoit des mails tous les mois qui donnent un petit peu des nouvelles. Et il dit j'ai eu un retour d'un playtester qui m'a dit que sur tel élément, il trouvait ça pas très lisible, machin. Il dit un mec. J'ai accès. Ouais, bien Alors sûr. Ça, c'est bizarre parce que ça va en contradiction avec le propos que j'allais dire. La manière de créer le jeu est en adéquation avec le propos parce que c'est une aventure de groupe. Et c'est même pas un groupe. Quoi. Le mec, après, je pense qu'il est tout seul, mais je pense qu'il a un gros cercle de playtesters, d'amis, de gens qui fait jouer. Et donc, ses idées, c'est lui qui les valide, tu vois. Ouais. Mais il a plein de sources de gens qui l'alimentent, qui l'inspirent. Oui, je pense Rome aussi pour Vademecum, hein, sinon il y aurait eu des extraterrestres. Bien sûr, bien sûr. Non mais #jalousie. #jalousie pour Gloomhaven, là, putain, la vache. Et comment il a fait l'équilibrage ? Tu peux pas faire un. Alors si, avec des retours et tout. Il y a des défauts, mais après il y a plein de playtesters. Et c'est. Ouais, parce qu'un équilibrage comme ça tout seul, le mec c'est un dieu, c'est un démon. En fait, il doit y avoir une vingtaine de playtesters. Alors après, c'est un jeu où tu peux. Il y a des cartes beaucoup plus pétées que d'autres. Hein. Oui. Donc, alors il y a des cartes plus pétées. Mais en fait, si tu regardes par exemple les monstres, la plupart, tu arrives à voir qu'ils ont tous un niveau de points de vie ou d'attaque ou de machin qui est équivalent. Il y en a certains qui attaquent à distance, ils sont un peu moins forts, ils ont un peu moins de points de vie. Puis t'as des petites variations comme ça légères, t'as des monstres qui sont plus forts, mais en général, tu t'en rencontreras moins dans les scénarios. Et d'ailleurs, ça c'est rigolo quand il avait donné un guide. Ça c'est un jeu, c'est vachement intéressant sur le jeu, c'est que l'auteur a distribué toutes les icônes, tous les fonds des cartes. La manière dont lui il équilibrait les scénarios, le nombre de monstres et le nombre de salles qu'il fallait en général. Il a donné un peu ses règles et donc les gens peuvent créer des persos, peuvent créer des scénars, et il y a énormément de trucs disponibles en ligne. Hein. Donc en fait c'est un peu comme Linux et tous ces trucs là, je sais pas comment ça s'appelle ce modèle de création. C'est pas open source. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais parce que ça reste à sa licence, tu veux pas l'exploiter commercialement toi. Ah oui, voilà, c'est plutôt du Creative Commons, mais OK, c'est la question que j'allais poser parce que par exemple ça permet la fanfiction quoi. Voilà. Parce que Richard Garfield, par exemple, t'as pas le droit d'utiliser ces symboles de mana, ces symboles d'engagement. Le droit. Tu dois payer. Et tout est c'est lui-même qui a fourni les fichiers en fait. Enfin, c'est à Wizard. Donc il a vraiment partagé énormément de choses. Ça c'est extraordinaire. Enfin, l'auteur est vraiment apprécié aussi pour ça. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir et combien de temps il a playtesté avant de sortir son jeu. Ah ouais. Parce que toi, Vademecum, au final, en 1 an, tu l'as écrit, tu vois. 4 ans, s'il te plaît. 4 ans quand même. Ouais. 4 ans de playtest. Non, mais j'ai eu des problèmes sur Vademecum de playtest qui est dû au fait qu'il y a des révélations et que je pensais que ces révélations étaient indispensables. Et donc, en gros, je pouvais pas faire rejouer les mêmes joueurs. Alors qu'avec Gloomhaven, t'as 4 playtesters, tu peux faire des parties en quantité infinie. À mon avis, dans les périodes où ça allait bien, tu te faisais. Si c'était le son truc et que ses potes y kiffaient. Quasiment 2 ou 3 fois par semaine tu fais du scénar. Voilà. Tu fais ça pendant un an. C'était pas pareil. T'as fait déjà 200, 300 scénarios. Et à chaque fois que t'as des nouvelles idées, il fait j'ai une nouvelle idée de scénar. Donc lui pendant la semaine il écrit. Effectivement, il y a plein d'aspects qui sont, à playtester de façon full. Tu peux pas tester tous les groupes de persos possibles à tous les niveaux possibles sur tous les scénarios. C'est pas possible en fait. Donc oui, il y a des scénars qui ont des failles. Il y a des scénars qui méritent des errata. Il y a des persos qui méritent des errata. Le perso de l'extension typiquement.
à la sortie de la nouvelle édition de Frosthaven et compagnie, ils l'ont refait parce qu'en fait il était trop faible. Donc ils ont augmenté plein de ses cartes, ils en ont changé plein. Et donc en fait nous on venait de l'acheter et là aussitôt on voit le perso est refait. Donc j'ai dû les imprimer, les mettre derrière des cartes Magic et faire des. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais. Mais je trouve ça génial parce que ça veut dire aussi, il y a un mythe de la perfection parfois où on se dit il faut qu'un jeu il soit parfait. Ouais. Là Gloomhaven il est sorti finalement, non il est pas parfait. Non il est pas parfait. Mais la mécanique il est, bon, est tellement intéressante, ouais. il est tellement bon qu'on a envie de le rendre parfait quoi. C'est vraiment rare les moments où tu te dis ah là c'est pété, je peux battre le scénar en deux tours parce que j'ai la bonne combinaison. À Gloomhaven tu veux dire? À Gloomhaven, ouais. C'est rare, ça arrive mais. Et l'inverse aussi, hein, c'est très. Oui. Et l'inverse, d'ailleurs, j'ai aucune chance, c'est terminé. C'est rare aussi. Donc c'est quand même bien fait quoi. Ouais, moi j'ai un exemple en tête qui est vraiment de niche, c'est le scénario solo d'une des classes de départ. Que moi j'ai trouvé infaisable et en cherchant sur les forums, Adrien, je crois que tu avais trouvé qu'il fallait vraiment faire une combinaison de niche et encore il fallait aussi avoir de la chance sur les cartes. Enfin, c'était un peu. Parce que ça c'est rigolo aussi, les scénars solo on en a pas parlé, mais dans le jeu quand tu l'achètes il n'y a pas ces scénars solo. C'est un truc qu'il a rajouté en plus, je sais plus si c'était pour un Kickstarter d'autre chose ou qu'il les a mis en ligne en plus, et il propose des scénarios pour chacun des persos. Ouais. Quand ils arrivent niveau 5 ils peuvent les faire en solo et en récompense il y a un objet unique pour ce perso qui appuie ses forces, qui accentue ses faiblesses. C'est tellement génial. Ouais, et qui est vraiment un puzzle pour le coup, parce que dès que tu le fais en solo, il faut vraiment faire le bon deck. Et c'est des scénars qui sont très archétypaux, quoi. Genre par exemple le scoundrel, enfin le roublard, enfin le voleur, je sais pas comment il s'appelle en français, le bandit. Non, c'est pas le bandit, c'est pas le voleur, c'est le. Roublard, non. Non, j'ai oublié. Rôdeur. Bon, l'équivalent du voleur, quoi. Son scénar solo, il a des monstres qui ont des points de vie complètement démesurés, mais le perso a accès à des cartes qui font des dégâts x2, dégâts x4, enfin des trucs comme ça. Et donc tu es obligé de jouer sur vraiment les forces de ton perso pour t'en sortir. Moi je me souviens d'être avec d'un scénar solo où tu te retrouves contre, on dit oui voilà un golem de terre avec x2 PV. Donc le truc il se retrouve, t'es seul à devoir affronter une créature qui a 40 points de vie. Ouais, et là tu dois vraiment jouer sur le fait que ton personnage en plus il a pas de PV. Donc il faut vraiment jouer sur le fait de le paralyser en boucle. Donc vraiment la technique de je te tape, je recule, je te tape, je recule, je te tape, je recule et je t'empêche de faire quoi que ce soit pendant 3 tours. Et il n'y avait que comme ça que c'était possible en fait. Je suis en train de chercher le nom de l'auteur parce que c'est triste. Isaac Childs. Isaac Childs, ok. J'étais en train de me dire mince si on le cite pas, c'est trop triste. Isaac Childs. Ok. Et bravo à toi Isaac. Ah ouais non c'est vraiment merci un beaucoup jeu extraordinaire pour les parties que tu nous fournis. Je pense qu'on peut conclure. Adrien, si tu avais un élément à rajouter. J'ai fait le tour de la plupart des choses qu'on avait à dire, je pense, sur le jeu. En tout cas bravo à Isaac. Très 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 beau jeu. Merci Maxime, merci Lucas, merci Céline, merci Natacha, merci Adrien. Merci. À très bientôt tout le monde. Gros bisous. Jouez bien.